Souvenir du troupier Ivanov. Vsevolod Garchine. 1. Le 4 mai 1877, je suis arrivé dans la ville de Kitchinev et, une demi-heure plus tard, j'ai su que la 56e division de fantassins traversait la ville. Étant donné que j'étais venu pour m'engager dans un régiment quelconque et aller à la guerre, le 7 au matin, je me suis retrouvé dans les rangs gris alignés devant la demeure du colonel du 222e régiment de fantassins de Starobelsk. Je portais une capote grise avec des galons rouges et des pattes de parement bleu, un képi avec un bandeau gris, sac au dos, cartouchière à la ceinture, une lourde carabine Krinkov à la main. La fanfare éclata. On sortait les étendards de chez le colonel. Un ordre retentit, le régiment se mit silencieusement en garde à vous. Puis il y eut des cris terribles. Le colonel lançait ses ordres. Et puis, ce furent les commandants de bataillon et de compagnie. Et puis, les sous-officiers de peloton. La conséquence en fut un mouvement désordonné et tout à fait incompréhensible des capotes grises, qui eut pour résultat d'aligner le régiment en une longue colonne qui s'ébranla au pas mesuré, rythmée par les sons d'un orchestre jouant une allègre marche militaire. Je marchais aussi, m'efforçant de ne pas rompre le pas et de rester au niveau de mon voisin. Le sac pesait dans mon dos, les cartouchières tiraient en avant, la carabine glissait de mon épaule, le col de la capote m'irritait le cou. Mais, malgré ces menus désagréments, la musique, le lourd et régulier mouvement de la colonne, la fraîche matinée, la vue des baïonnettes hérissées, des visages bronzés et rudes, disposaient mon âme au calme et à la fermeté. Sur le seuil des maisons, en dépit de l'heure matinale, la foule se pressait. Des gens à moitié habillés regardaient par les fenêtres. Nous remontions une longue rue droite, longeant le bazar vers où convergeaient déjà les Moldaves avec leurs chars à bœufs. La rue était en pente et aboutissait au cimetière. Le temps était couvert, il pleuvotait. On distinguait les arbres du cimetière dans le brouillard. On voyait les monuments funéraires dépasser du mur. Nous contournions le cimetière par la gauche et il m'a semblé qu'il nous regardait à travers la brume. Perplexe. À quoi vous sert d'aller là-bas, par milliers, périr à des centaines de verstes sur des champs étrangers, alors qu'on peut aussi bien mourir ici, mourir paisiblement et reposer sous mes croix de bois et mes plaques de pierre. Restez! Mais nous ne sommes pas restés. Une force inconnue, mystérieuse, nous mouvait. Il n'est pas de force supérieure dans la vie humaine. Chacun pris séparément serait rentré chez lui, mais toute la masse allait de l'avant, soumise non à la discipline, ni à la justesse de la cause, ni à la haine d'un ennemi anonyme, ni à la crainte d'une punition, mais à cette part d'inconscient mystérieuse qui, longtemps encore, conduira l'humanité à la boucherie sanglante, cause principale de tous les maux et souffrances des hommes. Après le cimetière, s'ouvrit devant nous une vallée large et profonde qui se perdait au loin dans le brouillard. La pluie se fit plus forte. Assez loin, les nuages s'écartaient pour laisser passer un rayon de soleil. Alors, les lignes obliques de la pluie avaient des scintillements argentés. Des volutes de brume rampaient à flanc de colline, et l'on discernait au travers les colonnes étirées de troupes qui nous précédaient. Ici ou là, une baïonnette brillait. L'arme jetait au soleil une brève lueur comme un reflet étoilé. Parfois les nuages s'accumulaient, le ciel s'assombrissait, la pluie redoublait. 1 heure après notre départ, je sentis un filet d'eau froide courir dans mon dos. La première étape fut courte. De Kitchinev au village de Gaoureni, 18 verstes en tout. Cependant, n'étant pas habitué à transporter une charge de 25-30 livres, je ne pus tout d'abord arriver à la chata qui nous avait été réservée, même pas m'asseoir. Je me suis adossé le sac contre le mur et suis resté comme ça une dizaine de minutes avec tout mon équipement, le fusil sur les bras. L'un des soldats qui allait à la cantine a eu pitié de moi et m'a pris ma gamelle. Mais à son retour, il m'a trouvé profondément endormi. C'est l'insupportable sonnerie du clairon jouant la marche générale qui m'a tiré du sommeil à 4 heures du matin. Et, 5 minutes plus tard, je marchais de nouveau sur un chemin argileux sous une pluie fine qu'on aurait dit passer au tamis. Devant moi se mouvait un dos gris chargé du havresac brun en peau de veau, avec la gamelle de métal qui tintait et le fusil sur l'épaule. Derrière et sur les côtés avançaient les mêmes silhouettes. Les premiers jours, je n'ai pas su les distinguer les unes des autres. Le 222e régiment de fantassins, où je m'étais retrouvé, se composait essentiellement de moudjiks originaires de Viatka. Il disait moudjik viatchien, et de Kostroma. Large visage tanné par le froid et haute pommette, petits yeux gris,
barbe et cheveux blonds presque décolorés. J'avais retenu quelques noms de famille, mais je ne savais plus à qui ils appartenaient. Au bout de 2 semaines, je me suis étonné d'avoir pu confondre 2 de mes voisins. L'un, qui marchait à mes côtés, et celui qui marchait à côté du dos gris me précédant immuablement. Je les appelais indifféremment Fedorov ou Jitkov, et je me trompais toujours. Pourtant, ils ne se ressemblaient pas le moins du monde. Fedorov, un caporal, avait environ 22 ans, était de taille moyenne, bien bâti, on pourrait même dire taillé avec élégance. Il avait les traits réguliers avec un nez, des lèvres et un menton joliment dessiné. Il arborait une barbe courte, blonde et frisée. Il avait des yeux bleus et gais. Quand on criait « Allez-y les chansonneux !» il se montrait le premier chanteur de notre compagnie, et il entonnait avec une voix de ténor, recourant à celle de tête dans les notes aiguës. On réclame le tsar au Sénat. Il était natif de la province de Vladimir et avait dans son enfance atterri à Pétersbourg. Chose rare, la culture pétersbourgeoise ne le gâta point, le polissant seulement, lui enseignant à lire les journaux et à prononcer des paroles de sagesse. « Évidemment, Vladimir Mirailovitch, me disait-il, je peux avoir des considérations plus élevées que le tonton Jitkov, car Peter a eu une influence sur moi. À Peter, c'est la civilisation, tandis que chez eux, à la campagne, c'est ignorance et barbarie. Mais cependant, vu que c'est un homme âgé qui, on peut le dire, en a vu de toutes les couleurs et a supporté bien des revers de fortune, je ne peux élever la voix contre lui, par exemple. Il a 40 ans, et moi, je vais sur mes 23, malgré que je sois caporal. Le tonton Jitkov était un moujik trapu, d'une force peu commune. L'air toujours sombre, son visage était basané, les pommettes saillantes. Ses yeux petits vous regardaient par en dessous. Il ne souriait jamais et parlait rarement. Charpentier de métier, il se trouvait en congé illimité quand on a mobilisé notre armée. Quelques mois à peine le séparaient de la retraite. La guerre a débuté et Jitkov est parti en laissant à la maison une femme et 5 enfants. Malgré un aspect rébarbatif et une humeur éternellement morose, il y avait quelque chose en lui d'attirant, de bon et de fort. Maintenant, il me paraît impensable que j'aie pu confondre ses voisins, mais les premiers jours, ils me semblaient identiques. Gris, harnachés, las et transis. Les pluies tombèrent sans discontinuer durant la première quinzaine de mai. Or, nous nous déplacions sans tente. La route glaiseuse infinie montait des collines et redescendait dans des vallons à chaque verste, ou peu s'en faut. Avancer était pénible. Des mottes de terre boueuses adhéraient aux pieds. Le ciel gris était bas, un grésil sans fin nous trempait. Et il n'y avait aucun espoir en arrivant à la halte de pouvoir se sécher et se réchauffer. Les Roumains ne nous laissaient pas entrer dans leur demeure. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas la place de loger une telle masse de gens. Nous traversions donc les villes et les villages et nous arrêtions quelque part dans un champ. « Halte ! Rassemblement !» On devait, une fois la soupe chaude avalée, se coucher à même la boue. De l'eau en dessous, de l'eau au-dessus. On aurait dit que le corps entier était imprégné d'eau. Tu grelottes, tu t'enroules dans la capote, peu à peu tu commences à sentir la moite tiédeur de ton corps et tu t'endors profondément jusqu'au haïssable clairon qui sonne la marche. C'est de nouveau la colonne grise, le ciel gris, la route boueuse et les tristes collines succédant aux vallées. Les hommes qui peinent. Toutes les écluses célestes se sont ouvertes, disait en soupirant notre sous-officier de demi-peloton, Karpov, un vieux soldat qui avait fait la campagne de Khivinsk. On se trempe sans fin. On séchera, Vassil Karpitch. Le soleil va apparaître. Il va tous nous sécher. La route est longue. On aura le temps de se mouiller et de sécher avant d'arriver. Mikhaïlitch, s'adressa-t-il à moi. Le Danube, c'est-il encore loin? Pas loin de 3 semaines à crapahuter. 3? Mais ça en fait déjà 2 qu'on va se fourrer dans les griffes du diable, grommela tonton Jitkov. Qu'est-ce que tu marmonnes, vieille ganache? Tu nous troubles les idées. Quelle griffe? Quel diable? Pourquoi dis-tu de telles choses? Ce serait-il à une fête qu'on va? Renvoya Jitkov acerbe. Pas à la fête, non, mais nous devons tenir notre promesse. Qu'est-ce que tu as dit en prêtant serment? Sans me soucier de ma vie. Alors, hein, vieil imbécile, fais gaffe. Bah, qu'est-ce que j'ai dit, Vassil Karpitch? J'y vais pas peut-être? S'il faut mourir, on mourra. C'est tout égal. C'est ça, on en reparlera. Jitkov se tait. Son visage s'assombrit davantage.
D'ailleurs, personne n'a envie de discuter. C'est déjà assez dur de marcher. Les pieds glissent, les hommes tombent souvent dans la boue collante. Des injures corsées s'élèvent du bataillon. Seul Fedorov ne pique pas du nez et me raconte histoire sur histoire à propos de Pétersbourg et de la campagne. Cependant, tout a une fin. Un jour, en m'éveillant au bivouac près d'un village où nous devions passer la journée, je vis le ciel bleu. Les maisonnettes crépies et les vignobles étaient inondés de rayons. J'entendis des voix réjouies, revenues à la vie. Tout le monde était déjà debout. On se séchait. On se reposait de la marche forcée sous la pluie sans abri. Au cours de la journée, les tentes furent d'ailleurs livrées. Les soldats entreprirent de les dresser sur le champ, et, ayant tout installé comme il convient, piquets bien plantés, étoiles bien tendues, s'allongèrent presque tous à l'ombre. Elles ne nous ont pas servi sous la pluie, elles nous protégeront du soleil. Oui, que le délicat visage du barine ne noircisse surtout pas, ironisa Fedorov en me lançant un clin d'œil malicieux. 2. Dans notre compagnie, il n'y avait que 2 officiers. Un commandant de compagnie, le capitaine Zaïkine, et un officier subalterne, l'enseigne Stebelkov. Le capitaine était un homme d'âge moyen, grassouillet et débonnaire. Stebelkov, un jeune homme qui sortait de l'institut. Ils vivaient en bonne harmonie. Le capitaine avait pris l'enseigne en amitié, il lui payait à boire et à manger, et même il le protégeait de la pluie sous son unique imperméable. Quand on nous a distribué les tentes, les 2 officiers se sont installés ensemble. Mais comme les tentes des officiers sont vastes, le capitaine a résolu de me loger avec lui. Épuisé par une nuit d'insomnie, la veille, notre compagnie avait été affectée à un chariot, et nous avions passé notre temps à le sortir des ornières, le faisant même traverser un cours d'eau en crue aux accents de la Doubinouchka. J'ai sombré dans le sommeil après le repas. C'est l'ordonnance du commandant qui m'a éveillé en me touchant doucement l'épaule. « Barine Ivanov! Barine Ivanov !» disait-il à mi-voix comme s'il avait eu peur de me réveiller, et, souhaitant de toutes ses forces ne pas interrompre mon somme. « Qu'y a-t-il » ? « Le capitaine vous demande. » Et, voyant que je bouclais mon ceinturon, il ajouta. « Il m'a dit, amène-le tel qu'il sera. » On s'était rassemblés à plusieurs dans la tente de Zaïkine. En plus des maîtres du lieu, il y avait 2 officiers, l'adjudant du régiment et le commandant de la compagnie des tirailleurs, Wenzel. En 1877, le bataillon ne se composait pas de 4 compagnies comme aujourd'hui, mais de 5. En campagne, les tirailleurs fermaient la marche, si bien que nos derniers rangs touchaient leurs premiers. Il m'était arrivé de marcher quasiment au milieu d'eux, et j'avais ouï dire les pires choses sur Wenzel. Tous les 4 étaient assis autour d'une caisse, qui remplaçait la table, sur laquelle trônait un samovar, de la vaisselle et une bouteille, et ils prenaient le thé. « Monsieur Ivanov, je vous en prie, venez !» s'écria le capitaine. « Nikita, une tasse, un verre, un gobelet, ce que tu as sous la main. Pousse-toi, Wenzel, qu'il puisse s'asseoir. » Wenzel se leva et s'inclina aimablement. C'était un jeune homme de petite taille, décharné, pâle et nerveux. Il a des yeux bigrement inquiets et des lèvres si fines, me vint-il en tête à ce moment-là. L'adjudant me tendit la main sans se lever. « Loukine » se présenta-t-il sobrement. Je n'étais pas à l'aise. Les officiers se taisaient. Wenzel buvait de son thé additionné de rhum. L'adjudant tirait sur sa courte pipe. L'enseigne Stebelkov, après m'avoir salué d'un mouvement de tête, continuait de lire un roman quelconque dans une traduction. Et le volume avait effectué dans sa cantine le trajet Russie-Danube, pour retourner ensuite en Russie, encore plus froissé qu'avant. Mon hôte m'emplit un gobelet de thé et y ajouta une généreuse rasade de rhum. « Prenez donc, monsieur l'étudiant. Ne m'en veuillez point. Je suis un homme simple. D'ailleurs, tous ici, nous sommes des gens simples. Mais vous, vous êtes quelqu'un de cultivé. Alors, vous devez nous excuser, n'est-ce pas ?» De son énorme main, il attrapa la mienne, tel un rapace saisissant sa proie, et la secoua dans l'air à plusieurs reprises, me lorgnant gentiment de ses yeux globuleux et arrondis. « Vous êtes étudiant ?» demanda Wenzel. « Oui, ex-étudiant, mon capitaine. » Il sourit et posa sur moi son regard inquiet. Les récits des soldats me sont revenus en mémoire, mais en cet instant, j'ai douté de leur véracité. « Laissez tomber mon capitaine. Ici, nous sommes entre nous. Ici, vous êtes un homme cultivé parmi d'autres, » dit-il doucement. « Intelligent, ça c'est vrai, » s'exclama Zaïkine. « Un étudiant.
J'aime les étudiants, bien qu'ils soient chahuteurs. J'aurais été étudiant moi-même si le sort n'en avait pas décidé autrement. Et quel sort particulier as-tu donc connu, Ivan Platonitch? Questionna l'adjudant. Je n'ai pas réussi à m'y préparer. Bon, les mathématiques encore, ça pouvait passer. Mais le reste, pas moyen de l'assimiler. La littérature, l'orthographe, je n'ai rien appris de l'écriture à l'institut. Parole! Savez-vous, monsieur l'étudiant, dit l'adjudant entre deux considérables bouffées de fumée, qu'Ivan Platonitch fait 4 fautes dans le mot encore. Allons, allons, arrête ton baratin. Zaïkine battit l'air de la main. Je ne mens pas, c'est la vérité. En K de R S. Qu'en dites-vous? Et l'adjudant de rire à gorge déployée. Vas-y, rigole. Toi-même, hein, tout adjudant que tu es. Comment écris-tu table? Avec E à la fin. L'adjudant n'en pouvait plus. L'enseigne Stebelkov, qui venait de porter la tasse de thé à ses lèvres, recracha tout sur son roman et éteignit une des 2 bougies qui éclairaient la tente. Je n'ai moi-même pas pu me retenir de rire. Ivan Platonitch, le plus ravi de tous par sa pique, tonnait d'un rire de basse. Seul Wenzel ne riait pas. « La littérature, hein, Ivan Platonitch ?» redemanda-t-il aussi doucement. « Eh oui, la littérature. Bon, et puis le reste. Vous connaissez le gars qui a appris la géographie jusqu'à Équateur et l'histoire jusqu'à R? Bah, foutaise que tout ça. Là n'est pas la question. Simplement, j'avais quelque argent et je brûlais la vie par les 2 bouts. C'est que, Ivanov, vous permettez? Votre prénom patronymique? Vladimir Mikhailovitch. Vladimir Mikhailitch. Parfait. Eh bien, c'est que j'étais un joyeux luron dans ma jeunesse. Quel tour n'ai-je pas fait? Vous connaissez la chanson. J'avais un capital étant garçon. Mon capital fut dépensé et j'ai tâté de la prison. Je suis entré comme sous-officier dans ce noble régiment. On m'a envoyé à l'institut, j'ai fini comme j'ai pu, et me voilà qui tire la charrue depuis bientôt 2 décennies. Maintenant, on s'en va contre les Turcs. Buvons un coup, messieurs. Nature, pourquoi gâcher de la bonne marchandise? Buvons, messieurs, chair à canon. Chair à canon, traduisit Wenzel. Va pour chair à canon, va pour le français. Notre capitaine est instruit, Vladimir Mikhailitch. Il connaît les langues et peut vous réciter des vers en allemand. Écoutez, jeune homme, je vous ai fait venir pour vous proposer de déménager dans ma tente. Là-bas, à 6 avec les soldats, vous êtes serrés et ce n'est pas convenable. Je vous remercie, mais permettez-moi de refuser. De quoi? Vivez! Nikita, rapporte-moi son havresac. Dans quelle tente êtes-vous? La 2e à droite. Mais permettez-moi tout de même d'y rester. C'est que j'aurai à passer un maximum de temps avec les soldats, n'est-ce pas? Alors il vaut mieux que je sois complètement avec eux. Le capitaine me considéra attentivement, comme s'il avait voulu lire mes pensées. Puis il dit « Autrement dit, vous comptez établir des liens d'amitié avec eux ?»« Oui, si cela s'avère possible. »« Juste, ne déménagez pas. Je respecte votre décision. » Il saisit ma main et se remit à la secouer dans l'air. Un peu plus tard, j'ai pris congé des officiers et suis sorti de la tente. Le soir venait. Les hommes mettaient leurs capotes, se préparant à la retraite du soir. Les compagnies s'alignèrent de façon à ce que chaque bataillon forme un carré fermé à l'intérieur duquel se dressaient les tentes et les carabines en faisceau. Ce soir-là, toute notre division s'était rassemblée grâce à la halte. Les tambours battirent la retraite. Un ordre retentit, assez lointain. « Régiment! À la prière! Chapeau bas !» Et 20 000 hommes se découvrirent. « Notre Père qui êtes aux cieux !» commença notre compagnie. À côté, on se mit à chanter aussi. 60 chœurs, de 200 personnes, chantant chacun pour soi. Cela créait des dissonances, mais la prière était quand même touchante et solennelle. Puis, les chœurs se turent, l'un après l'autre. Enfin, au bout du camp, la dernière compagnie chanta. « Mais délivrez-nous du mal !» Et les tambours battirent brièvement. « Couvrez-vous !» Les soldats se couchèrent. Dans notre tente, où, comme dans les autres, 6 hommes occupaient 2 mètres carrés, ma place était au bord. Je suis resté longtemps couché à regarder les étoiles et les feux des armées, à écouter la sourde rumeur du vaste campement. Dans la tente voisine, quelqu'un racontait une histoire sans cesser de répéter les mots « en définitive de quoi ?» et il prononçait «
de quoi? En définitive, de quoi? Ce prince-là arrive chez son épouse et il commence à lui raconter à propos de tout. En définitive, de quoi? Elle... Lioutikov, tu dors? Bon, d'accord, dors. Le Christ te garde. Et notre Seigneur et la Sainte Mère. Et tous les saints vénérables. Chuchote-t-il avant de se taire. Dans la tente des officiers, on parle aussi. Sur la toile de tente éclairée de l'intérieur bougent des silhouettes énormes et déformées. On entend parfois un éclat de rire. C'est l'adjudant. Les sentinelles armées vont et viennent. De l'autre côté, au bivouac de l'artillerie, il y a aussi des sentinelles sabre au clair. De là-bas proviennent des bruits de sabots, des hennissements. On entend les chevaux mâcher l'avoine paisiblement avec ces mêmes croustillements appétissants que j'ai entendus non pas à la guerre, mais dans une cour d'auberge de ma patrie par une nuit semblablement étoilée. Les 7 étoiles de la Grande Ourse brillaient bas sur l'horizon, beaucoup plus bas que chez nous. En regardant l'étoile polaire, je me disais que Pétersbourg devait se situer dans cette direction précise, où j'avais laissé ma mère, mes amis et tout ce qui m'était cher. Des constellations familières luisaient au-dessus de moi. La Voie lactée n'était pas floue, elle brillait au ciel en bandes de lumière tranquille et triomphale. Au sud, il y avait des luminaires inconnus de nos régions, l'un à reflet rouge, l'autre à reflet vert. Je me disais, quand nous irons plus loin, au-delà du Danube, des Balkans, jusqu'à Constantinople, verrai-je de nouvelles étoiles? Comment seront-elles? Je n'avais pas envie de dormir. Je me suis levé, j'ai erré sur l'herbe mouillée entre notre bataillon et l'artillerie. Une sombre silhouette se porta à ma hauteur, sabre cliquetant. Au son, j'ai deviné qu'il s'agissait d'un officier, et je me suis mis au garde à vous. Il s'approcha. C'était Wenzel. « On ne dort pas, Vladimir Miraïtch » s'enquit-il sans élever le ton. « Non, mon capitaine. »« On me nomme Piotr Nikolaïevitch. Moi non plus je n'ai pas sommeil. J'en ai eu assez de rester chez votre commandant. Ils se sont mis aux cartes et ils ont tous trop bu. Ah, quelle nuit !» Il m'emboîta le pas. Parvenus au bout de la rangée de tentes, nous avons fait demi-tour, et nous avons effectué ainsi quelques allers et retours en silence. Que Wenzel rompit le premier. « Dites-moi, vous êtes engagé volontaire ?»« Oui. »« Qu'est-ce qui vous a poussé ?»« Comment vous dire ?» répondis-je, peu soucié d'entrer dans les détails. « D'abord, bien sûr, le désir de faire des expériences, d'en voir le maximum, et, sans doute, d'étudier le peuple dans son représentant exemplaire, le soldat. À cause de la nuit, je ne voyais pas l'expression de son visage, mais je perçus l'ironie dans sa voix. Étudier? Allons donc. Comment penser à étudier quoi que ce soit quand on n'a qu'une pensée? Arriver à la halte et roupiller. Non, sans blague. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas déménagé chez votre commandant. Est-il possible que vous vous souciez de l'opinion de ce ramassis de moudjik? Évidemment que je m'en soucie, comme de l'opinion de n'importe qui que je n'ai pas de raison de ne pas respecter. Je n'ai pas de raison de ne pas vous croire. Au demeurant, c'est une nouvelle manie. La littérature elle-même dépeint le moudjik comme je ne sais quelle perle de la création. Qui parle de perle de la création, Piotr Nikolaïevitch? Reconnaissons l'homme en lui, ce sera déjà bien. Ah, s'il vous plaît, pas de grands mots. Qui ne le reconnaît pas? Un homme? Soit, c'est admis. Mais quel homme? Ça, c'est une autre question. Parlons d'autre chose. La conversation prit entre nous. Apparemment, Wenzel avait beaucoup lu, et comme l'avait affirmé Zaïkine, il connaissait les langues. La remarque selon laquelle il récitait des vers s'avéra exacte aussi. Nous avons parlé des Français, et Wenzel, vouant les naturalistes aux gémonies, remonta jusqu'aux années 40 et 30, allant jusqu'à déclamer avec une grande sensibilité La Nuit de décembre d'Alfred de Musset. Il récitait bien, d'une manière simple et expressive, avec une bonne prononciation. Après un silence, il ajouta « Oui, c'est beau, mais tous les Français pris ensemble ne valent pas 10 lignes de Schiller, Goethe et Shakespeare. » Ayant été responsable de la bibliothèque du régiment avant de prendre en charge une compagnie, il avait aussi suivi de près la littérature russe. Parlant d'elle, il condamna sévèrement ce qu'il qualifia de tendance rustaude. Cette remarque ramenait la conversation aux propos initiaux. Wenzel disputait âprement. Lorsque je suis entré, gamin quasiment, au régiment, je ne pensais pas ce que j'exprime devant vous aujourd'hui. J'essayais d'agir en parole, j'essayais d'acquérir une influence morale. Mais au bout d'un an, il m'avait mis à genoux.
Tout ce qui m'est resté des soi-disant bons livres, confronté à la réalité, s'est révélé n'être que billevesée sentimentale. Actuellement, je crois que l'unique moyen d'être compris, c'est... Il fit un geste de la main. Dans l'obscurité, je ne compris rien. « Qu'est-ce donc, Piotr Nikolaïevitch ?»« Le point, trancha-t-il. Ceci dit, adieu. Il se fait tard. » Je l'ai salué et ai regagné ma tente. J'avais mal et j'étais nauséeux. Tout le monde dormait apparemment. Mais 2 minutes après que je me fus couché, mon voisin Fedorov demanda à voix basse. « Mikhaïlitch, vous dormez ?»« Non, je ne dors pas. »« Vous étiez avec Wenzel ?»« Lui-même. »« Comment est-il avec vous ? Calme ? » ?»« Calme, oui. Aimable même. »« Voyez-vous ça ? Ce que c'est qu'être du même milieu, 2 barines. C'est pas comme avec nous. »« Pourquoi ? Il est très dur ? » ?»« Oh là là, malheur ! Ça secoue dans la 2e d'artillerie. Une vraie brute. » Il s'endormit d'un coup, si bien qu'à ma question suivante, il ne fut répondu que par un souffle régulier et paisible. Je me suis enroulé dans ma capote, tout s'est emmêlé dans mon esprit, et a disparu dans un sommeil de plomb. 3. Les chaleurs ont succédé aux pluies. C'est à cette époque que nous avons quitté les voies secondaires où l'on s'enlisait pour la grande route qui mène de Iași à Bucarest. Notre première étape sur la chaussée, entre Tekucha et Berlad, restera gravée dans nos mémoires. 35 degrés à l'ombre, 48 verstes à parcourir. Tout était calme. La fine poussière crayeuse soulevée par des milliers de pieds stagnait en nappe. Elle pénétrait dans la bouche et le nez, poudrait les cheveux, qu'elle rendait indifférenciés. Mêlée à la sueur, elle couvrit tous les visages d'un masque faisant de nous des nègres. Nous portions nos uniformes au lieu de marcher en chemise. Le soleil chauffait le tissu noir, cuisait les têtes à travers les képis noirs. Les pieds sentaient à travers la semelle l'empierrement surchauffé de la chaussée. Les hommes étouffaient. Par malheur, les puits étaient rares, et dans la plupart, il y avait si peu d'eau qu'en tête de colonne, notre division était au complet. On buvait tout, si bien qu'il ne nous restait, au terme d'une terrible bousculade, qu'un peu de liquide vaseux, de la boue. Quand même cela venait à manquer, les hommes s'effondraient. Ce jour-là, 90 gars de notre bataillon sont tombés. 3 sont morts des suites du coup de soleil. Comparé aux autres, je supportais l'épreuve relativement bien. Peut-être parce que notre régiment était composé de nordiques, tandis que j'avais été habitué dès mon jeune âge aux chaleurs de la steppe. À moins qu'il y ait encore une autre cause. Il m'est arrivé de constater qu'en général, les simples soldats prennent plus à cœur les souffrances physiques que les soldats des classes dites privilégiées. Je ne parle que de ceux qui sont partis à la guerre de leur plein gré. Pour eux, les simples soldats, les maux physiques étaient une vraie calamité, capable d'induire la tristesse et de torturer l'âme. Les gens qui allaient à la guerre de leur plein gré ne souffraient évidemment pas moins que les soldats issus des simples gens. Physiquement, même, ils souffraient davantage, suite à une éducation plus gâtée, à une relative faiblesse corporelle, etc. Moralement, en revanche, ils étaient plus sereins. Leur monde spirituel ne pouvait voler en éclats ni à cause des pieds en sang, ni à cause de la chaleur insupportable, ni à cause d'une fatigue mortelle. Jamais il n'y avait eu en moi une telle sérénité, jamais je n'avais été autant en paix avec moi-même, ni dans un rapport si humble avec la vie qu'en ces moments où je subissais ces infortunes et courais sous les balles tuer d'autres hommes. Cela peut paraître barbare et bizarre, mais c'est la vérité que j'écris. Quoi qu'il en soit, alors que les autres tombaient sur la route, je gardais mes esprits. À Tekucha, je m'étais muni d'une calebasse d'une contenance d'au moins 4 bouteilles. En route, il m'est arrivé plus d'une fois de la remplir d'eau. J'en buvais la moitié et distribuais l'autre voisin. Un homme marche, lutte contre le malaise, mais la chaleur l'emporte. Les jambes se dérobent, le corps oscille comme dans l'ivresse. À travers la couche de crasse du visage, on voit celui-ci rougir. La main se crispe sur la carabine. Une gorgée d'eau le ranime pour quelques minutes. Mais à la fin des fins, l'homme s'écroule inconscient sur la rez-de-chaussée poussiéreuse. « L'homme de service !» appellent des voix éraillées. Son rôle est de tirer sur le bas-côté ceux qui sont tombés et de les soigner. Mais l'homme de service est à peu près dans le même état. Les fossés de chaque côté de la route sont parsemés de corps allongés. Fedorov et Zhitkov marchent à mes côtés. Ils souffrent visiblement mais tiennent le coup. La chaleur a eu sur eux un effet en accord avec leur caractère, mais en sens inverse. Fedorov se tait, soupirant de temps à autre et roulant des yeux naguère si beaux, et à présent rougi par la poussière. Tonton Zhitkov
jure et philosophe. « Tiens, en v'là un qui tombe. Attention la baïonnette, crémensoir !» crie-t-il en évitant la baïonnette d'un soldat qui, en chutant, a failli l'éborgner. « Seigneur, reine des cieux, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Sans cet écorcheur, je crois bien que je tomberais moi-même. »« Quel écorcheur ?» je demande. « Nemtsev, le capitaine en second. C'est lui l'homme du jour. Il nous suit. Il vaut mieux avancer. Sinon, il vous arrange à sa façon. Il vous meurtrit de la tête aux pieds. » Je savais déjà que la troupe avait transformé Wenzel en Nemtsev, l'allemand. C'était à la fois ressemblant et russe. Je sortis du rang. À l'écart de la chaussée, il était un peu plus facile d'avancer. Il y avait moins de poussière et de presse. Beaucoup en faisaient autant. En ce jour malheureux, nul ne se souciait de l'alignement. Petit à petit, notre compagnie m'a distancé et je me suis retrouvé en queue de colonne. Wenzel, épuisé, haletant, mais excité, me rattrapa. « Eh bien, fit-il d'une voix haletante, marchons sur le côté. Je n'en peux plus. Vous voulez de l'eau ? » Il but avidement quelques gorgées de ma calebasse. « Je vous remercie. Ça va mieux. Quelle journée ! Nous avons cheminé en silence. Au fait, dit-il, vous n'avez donc pas emménagé chez Ivan Platonitch ? Non. C'est bête. Excusez ma franchise. Au revoir. Je dois être en fin de colonne. Va savoir pourquoi il y a des tas de femmelettes qui tombent. Je me suis retourné peu après. Wenzel était penché sur un homme à terre et le traînait par l'épaule. « Debout, canaille ! Debout !» Je n'ai pas reconnu mon interlocuteur si instruit. Il dévidait des grossièretés sans reprendre haleine. Le soldat était presque inconscient, mais il ouvrit les yeux et leva sur l'officier déchaîné un regard désespéré. Ses lèvres remuaient. « Lève-toi! Lève-toi immédiatement! Ah, tu ne veux pas? Tiens, prends ça! Et ça! Et ça encore !» Wenzel avait sorti son sabre et il en frappa du plat sur les épaules endolories par le havresac et la carabine du malheureux soldat. N'y tenant plus, je me suis approché. « Piotr Nikolaïevitch! Debout !» La main armée se leva pour un nouveau coup. Je l'ai saisi à temps. « Au nom du ciel, Piotr Nikolaïevitch, laissez-le !» Il tourna vers moi un visage furieux. Les yeux exorbités, la bouche tordue en un rictus, il faisait peur. D'un geste brutal, il dégagea son bras. Je pensais que l'orage allait éclater sur ma tête. Saisir un officier par le bras est d'une rare impertinence en effet. Mais il se domina. « Écoutez-moi, Ivanov, ne faites plus jamais ça. Si un soudard quelconque avait été à ma place, dans le genre de Stchourov ou de Timofeev, vous auriez payé cher votre témérité. Rappelez-vous que vous êtes un homme de troupe, et que pour de tels actes, on pourrait vous fusiller, sans autre forme de procès. C'est égal, je ne pouvais pas ne pas intervenir. Cela honore vos sentiments délicats, mais vous les appliquez à tort. Est-ce qu'on peut agir autrement avec ces... » Son visage exprima le mépris, davantage même, une sorte de haine. Parmi ces dizaines de types qui se sont écroulés comme des bonnes femmes, il n'y en a peut-être que quelques-uns qui soient vraiment épuisés. Je n'agis pas par cruauté, j'en suis exempt, mais il faut soutenir l'esprit de corps, la discipline. S'il était possible de discuter avec eux, j'agirais par la parole, mais le mot pour eux, c'est zéro. Ils ne reconnaissent que la douleur physique. Je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout, et suis parti rattraper ma compagnie qui s'éloignait. J'ai rejoint Fedorov et Jitkov quand on a ordonné au bataillon de descendre dans un champ pour une halte. « Eh bien, Mirailitch, qu'est-ce que vous disiez avec le capitaine en second Wenzel ?» demanda Fedorov lorsque je me suis affalé près de lui, à peine mon fusil posé. « Ce qu'il disait !» grommela Jitkov. « Est-ce qu'on parle de la sorte ? Il l'a saisi par le bras. »« Ah là 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 là, Barin Ivanov, méfiez-vous de Nemtsev. Faites pas attention qu'il bavarde volontiers avec vous. Ça ne l'empêchera pas de vous foutre dedans. » 4. Tard le soir, nous sommes arrivés à Foksani. Nous avons traversé une bourgade sans éclairage, silencieuse et poussiéreuse, et sommes sortis sur une prairie. On n'y voyait strictement rien. Les bataillons se sont installés comme ils ont pu, et les hommes se sont endormis comme des mouches. Presque personne n'a voulu du dîner qui avait été préparé. La nourriture du soldat, c'est toujours du dîner, qu'on le serve tôt le matin, dans la journée ou la nuit. Les retardataires arrivèrent au cours de la nuit. À l'aube, nous sommes repartis, nous consolant à l'idée qu'après cette étape-ci, il y aurait un jour de repos. À nouveau les rangées en mouvement, le havresac qui pèse sur les épaules engourdies, à nouveau les pieds gonflés et en sang, qui font si mal.
mais durant les 10 premières verstes, on ne se rend compte de presque rien. Le court somme n'a pu effacer la fatigue d'hier, et on marche endormi complètement. Il m'est arrivé de marcher en dormant si profondément qu'arrivé à la halte, j'avais du mal à croire qu'on avait parcouru 10 verstes, et n'avais aucun souvenir du chemin. Ce n'est qu'à l'approche de la halte, quand les colonnes resserrent les rangs en vue de l'arrêt, qu'on se réveille et qu'on pense avec joie à l'heure entière de repos qui s'annonce, où on pourra se désharnacher, faire bouillir de l'eau dans une marmite et se prélasser librement en sirotant son thé brûlant. Dès que les fusils sont posés et les havresacs ôtés, la majorité des hommes part en quête de combustible. Presque toujours des tiges de tournesol sèches datant de l'an dernier. On plante 2 baïonnettes en terre, sur quoi on fixe une baguette de fusil, à laquelle on suspend 2 ou 3 marmites. Les tiges sèches brûlent avec un éclat vif et joyeux. On les dispose toujours du côté du vent. Les flammes lèchent les marmites noircies, et au bout de 10 minutes, l'eau bouillonne. On jetait le thé directement dans l'eau bouillante, et il cuisait à suffisance. On obtenait un jus fort, presque noir, qu'on buvait sans sucre. Étant donné qu'on nous distribuait du thé en quantité, on en fumait même, lorsqu'on était à court de tabac, mais fort peu de sucre. Or, on buvait énormément. La marmite qui contient 7 verres constituait la portion quotidienne de chacun. On s'étonnera sans doute que je m'étende sur des détails, mais la vie du soldat en campagne est si pénible. Elle suppose tant de privations et de souffrances, l'avenir offre si peu d'espoir d'une fin heureuse, qu'un thé quelconque, le moindre petit luxe procurait une joie immense. Il fallait voir avec quel visage sérieux et satisfait les soldats, grossiers et rudes, jeunes ou vieux, à vrai dire, personne n'avait plus de 40 ans, pareil à des enfants, ajoutaient des branchettes sous les marmites, surveillaient le feu et se conseillaient l'un l'autre. « Hé, Loutikoff, par là, enfonce-la par le côté. Ouais, c'est bon, ça prend. Ça va bouillir tout de suite. » Du thé, quelquefois, quand le temps est pluvieux et froid, un quart de vodka et une pipe, et voilà tous les plaisirs du soldat, sans compter bien sûr le sommeil qui guérit de tout, qui permet d'oublier les maux du corps et le futur sombre et terrifiant. Le tabac aussi avait sa place, dans ces menus plaisirs de l'existence, dopant et soutenant les nerfs usés. Une pipe bien bourrée passait par une dizaine de mains avant de revenir à son propriétaire, qui tirait une dernière bouffée, vidait la cendre et rangeait la pipe dans la tige de sa botte. Je me rappelle le chagrin que m'a causé la perte de ma pipe par un camarade à qui je l'avais prêtée, et comme il était lui-même honteux et affligé de l'avoir égaré, exactement comme s'il avait dilapidé une forte somme qu'on lui avait confiée. À la grande halte de la mi-journée, nous nous reposions 1h30, 2 heures. Après le thé, tous s'endormaient. Silence sur le bivouac. Seule la sentinelle va et vient près du drapeau et quelques officiers vigilants. Tu es couché sur la terre, le sac sous la nuque, et le sommeil alterne avec la veille. Le soleil te cuit le visage et le cou. Les mouches importunes te piquent, t'empêchant de sombrer pour de bon. Les rêves et la réalité s'interpénètrent. Il y a si peu de temps tu avais une vie tellement différente de celle d'aujourd'hui, qu'il te semble, dans la demi-conscience de la songerie, que tu vas t'éveiller, revenir à la vie chez toi dans une atmosphère familière, et que disparaîtra cette steppe, cette terre nue où les chardons tiennent lieu d'herbe, ce soleil impitoyable et ce vent sec, ces milliers d'hommes vêtus bizarrement de chemises empoussiérées, ces fusils en faisceaux. Tout cela ressemble tellement à un rêve étrange, éprouvant. « Debout !» commande avec rudesse et en étirant les sons notre chef de bataillon, petit et barbu, le major Tchernoglazov. Et la foule des chemises blanches étendues bouge, soufflant et grognant. Les hommes se lèvent, remettent leurs sacs et prennent l'alignement. « Rompez les faisceaux !» Nous récupérons nos fusils. Je me rappelle encore parfaitement ma carabine numéro 18-635, à la crosse plus sombre que les autres et portant une longue égratignure sur le vernis. Encore un ordre et le bataillon s'étire, s'avance sur la route. Devant, on conduit le cheval du commandant. Un jeune étalon gris, il arque le cou, claque des sabots. Le major ne le monte qu'en dernière extrémité. Il marche en tête du bataillon, juste derrière le cheval, d'un pas égal de véritable marcheur. Il montre aux soldats que les chefs aussi font leur part, ce pourquoi les soldats l'aiment bien. Il garde toujours son calme et son sang-froid, ne plaisante ni ne sourit jamais. Il s'adresse aux gens fermement et avec retenue, et il ne se permet pas de les battre ou de hurler pour rien. On dit que sans le major, Wenzel s'en permettrait bien d'autres.
Il fait chaud aujourd'hui, mais pas autant qu'hier. De surcroît, nous ne suivons plus la chaussée, mais une voie ferrée, par des routes secondaires, si bien que la plupart d'entre nous foulent l'herbe. Il n'y a plus de poussière. Des nuages accourent, une grosse goutte s'écrase ici ou là. Nous regardons le ciel, nous tendons les mains paume en haut pour voir s'il pleut. Même les retardataires d'hier ont repris du poil de la bête. On n'a plus loin à aller. 10 verstes, mettons. Et puis, ce sera le repos. Le repos tant convoité qui n'occupera pas une courte nuit, mais une nuit, un jour entier, et encore une nuit. Les hommes enjoués ont envie de chanter. Fedorov donne de la voix, on entend le célèbre « L'affaire eut lieu sous Poltava ». Ayant chanté comment soudain une balle félonne se ficha dans le chapeau du tsar, il entonne une chanson inepte et graveleuse, très populaire chez les soldats, qui raconte la rencontre d'une certaine Lise, dans la forêt, avec un hanneton noir, et ce qui s'ensuivit. Puis, c'est une rengaine historique. Pierre Ier mandé au Sénat. Et pour clore le tout, le chant de notre bataillon en vers de Mirliton. Voilà notre tsar blanc, Alexandre le Grand. Faites-lui bonne mine, faites preuve de discipline. Nous avons manœuvré, il nous a remerciés. Monsieur le commandant, si brave et si vaillant, nous dresse comme il faut, sans trêve ni repos, assis sur son cheval, bien raide et l'air glacial. Et ainsi de suite, une 50aine de vers. Fedorov, ai-je demandé un jour, pourquoi déblatérez-vous ces âneries sur Lise? Et j'ai énuméré plusieurs autres chansons, absurdes et cyniques à tel point que leur cynisme perdait toute signification et sonnait comme une suite de sons insensés. Question d'habitude, Vladimir Mihalitch. Et puis quoi? Est-ce que c'est du chant, ça? C'est de la goualangue pure et simple, pour se dégourdir les bronches. Et puis, ça fait marcher avec plus d'entrain. Les chanteurs se fatiguent, les musiciens les remplacent. Il est beaucoup plus facile d'avancer au son d'une fanfare puissante, régulière et le plus souvent enjouée. Tout le monde, même les plus las, se redresse, se remettant au pas, respecte l'alignement. On ne le reconnaît plus, le bataillon. Une fois, nous avons parcouru au son de la fanfare plus de 6 verstes en 1 heure, oublieux de la fatigue. Mais lorsque les musiciens époumonés cessèrent de jouer, l'excitation retomba, et je me sentis sur le point de défaillir. Et je serais tombé, n'eût été la halte décrétée juste à temps. 5 verstes après la halte, nous avons rencontré un obstacle. Nous suivions le cours d'une rivière, et d'un côté s'élevaient des montagnes. De l'autre, c'était l'étroit et assez haut talus du chemin de fer. Les pluies récentes avaient inondé la vallée. Nous avons buté sur une mare d'environ 30 mètres de large. La voie ferrée la surplombait comme un barrage qu'il nous a fallu emprunter. Le garde-barrière laissa passer le premier bataillon qui contourna sans encombre la mare. Mais ensuite, il nous avertit qu'un train passerait dans 5 minutes et qu'il nous faudrait patienter. Nous nous sommes arrêtés, mais à peine avions-nous posé les fusils qu'apparut au tournant de la route la calèche bien connue du général de brigade. Notre général de brigade était un homme brave. Je n'ai jamais ouï d'organe comme le sien, ni sur une scène d'opéra, ni dans les chorales d'église. Les échos de sa basse roulaient tels des éclats de trompe, et sa silhouette, massive, obèse, surmontée d'une grosse tête rouge avec d'énormes rouflaquettes bleu nuit, se déployant au vent, des sourcils noirs épais, des petits yeux enfoncés luisants comme des brandons lorsque juché sur son coursier il criait ses ordres, étaient des plus imposantes. Un jour, sur le champ de Rodinsk, à Moscou, au cours de certaines manœuvres, il se montra tellement martial et brave qu'il enthousiasma totalement un vieux bourgeois, se trouvant dans la foule, lequel s'écria « Quel bravoureux! C'est des comme ça qu'il nous faut !» Depuis, le général traînait le surnom de bravoureux. Il rêvait d'exploits. Quelques petites tomes d'histoire militaire l'accompagnaient toujours partout. Dans les conversations entre officiers, son thème préféré était la critique des campagnes napoléoniennes. Bien entendu, ce n'étaient que des rumeurs que j'avais entendues car je n'ai vu le général que très rarement. La plupart du temps, il nous dépassait à mi-parcours dans sa calèche attelée à une bonne troïka, arrivait au campement, occupait ses quartiers et y demeurait jusque tard dans la journée. Il nous dépassait de nouveau et à cette occasion les soldats prêtaient toujours attention au degré de rougeur de son visage et à la plus ou moins grande raucité de sa voix quand il nous criait « Salut les Starobelskiens !»« Viva, votre Excellence! Viva !» répondaient les soldats, et ils ajoutaient « Le bravoureux va boire un coup pour faire passer son ivresse !» Et le général poursuivait sa route, parfois sans qu'il y eût de conséquences.
parfois en passant un savon assorti de fortes exclamations à quelques capitaines. Avisant le bataillon arrêté, le général s'approcha promptement et sauta à bas de la calèche aussi prestement que le lui permettait son embonpoint. Le major vint à sa rencontre. « Que se passe-t-il? Pourquoi cet arrêt? Qui a donné l'ordre? » « Votre Excellence, la route est inondée, et un train doit passer sur la voie d'une minute à l'autre. »« Route inondée? Train? Foutaise! Vous laissez les soldats s'amollir. Vous en faites des femmelettes. On ne stoppe pas sans ordre. Je vais vous faire mettre aux arrêts, monsieur. »« Votre Excellence, on ne discute pas !» Le général roula de gros yeux menaçants et reporta son attention sur une autre victime. « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le commandant de la 2e compagnie d'artilleurs n'est-il pas à sa place? Capitaine en second, Wenzel, approchez !» Wenzel s'approcha. La colère du général se déversa sur lui. Je l'entendis qui essayait de se justifier, haussant le ton, mais le général tonna plus fort, et l'on pouvait seulement deviner que Wenzel avait dit quelque chose d'irrespectueux. « On discute, impertinent !» grandissonnait le général. « Silence! Qu'on le désarme! Aux arrêts, surveillance du coffre-fort! Pour l'exemple! Avoir peur d'une flaque! Suivez-moi, les gars! À la manière de Souvorov !» Le général passa devant le bataillon de sa démarche malhabile, comme habitué à voyager en équipage, et se dirigea vers l'eau. « Hardi, les gars! À la Souvorov !» répéta-t-il, et il entra dans l'eau avec ses bottes vernies. Le major jeta un coup d'œil en arrière, et, une expression mauvaise sur le visage, s'avança aux côtés du général. Le bataillon s'ébranla à leur suite. D'abord, on eut de l'eau jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la ceinture, puis encore plus haut. Le général de haute taille avançait facilement. Le petit major nageait déjà quasiment, battant l'eau des mains, et les soldats, pareils à un troupeau de moutons au passage d'une rivière, se bousculaient, s'enlisaient dans la vase, en arrachaient les pieds, se ruaient de tous les côtés. Les capitaines et l'adjudant de bataillon, qui allaient à cheval et auraient pu traverser la mare sans peine, voyant l'exemple du général, mettaient pied à terre et entraient dans l'eau rendue boueuse par les pieds des centaines de soldats, menant leurs chevaux par la bride. Notre compagnie, qui comptait les hommes les plus grands du bataillon, traversait relativement bien, mais la 8e compagnie, qui cheminait à nos côtés et comptait des hommes plus petits, avait de l'eau jusqu'aux oreilles. Certains buvaient la tasse et s'agrippaient à nous. Un petit soldat tzigane, le visage pâli et les yeux démesurément agrandis, avait jeté son fusil et s'accrochait au cou du père Jitkov, des 2 mains. Par chance pour le tzigane, quelqu'un attrapa au vol le fusil propriété de l'État et le sauva de la noyade. Au bout de 10 sagènes, la mare devint moins profonde. Tout le monde avait hâte d'en sortir. On se bousculait et on jurait. Beaucoup d'entre nous riaient, mais ceux de la 8e n'avaient pas le cœur à rire. Et s'ils avaient le visage bleui, ce n'était pas uniquement à cause du froid. Les artilleurs pressaient le mouvement. « Allez les crapoussins, ôtez-vous de là, on coule !» hurlait-il. « C'est sûr qu'on peut s'y noyer !» répondit-on de la 8e. « Ça lui va bien à lui, tout juste s'il s'est mouillé les favoris. Tu parles d'un héros, on aurait pu tout s'y passer. Tu aurais dû t'installer dans ma gamelle, je t'aurais déposé sec à bon port. »« C'est bien le hic, j'y avais pas pensé, » répondit de bon cœur à la blague un petit soldat. Le responsable de tout ce tracas avait déjà eu le temps de se hisser hors de la vase, et il se tenait majestueusement sur la berge à regarder la masse de gens se débattant dans l'eau. Il était trempé jusqu'à l'os, l'eau dégoulinait de ses vêtements, ses bottes pleines de liquide avaient gonflé, mais il encourageait toujours les soldats. « En avant les gars! En avant! La Souvorov !» Les officiers mouillés et moroses se pressaient autour de lui, y compris Wenzel, sans sabre et le visage tordu. Entre-temps, le cocher du général avait planté son bâton de fouet dans l'eau, ici et là, et traversé la mare à l'écart de l'endroit où nous étions passés, nous. L'eau montait à peine à mi-essieu. « Voilà où il aurait fallu traverser, votre Excellence, » dit calmement le major. « Accordez-vous aux hommes la permission de se sécher ?»« Bien entendu, Sergueï Nikolaïtch, bien entendu !» dit le général. Le bain froid avait atténué ses ardeurs. Il grimpa dans sa calèche, s'assit, puis se remit debout et cria d'une voix forte. « Merci à vous, les Starobelskiens! Vous vous êtes conduits en braves! À vos ordres, votre Excellence !» répartirent les soldats mal assurés. Et le général mouillé s'en alla. Le soleil était encore haut dans le ciel. Il restait 5 verstes à parcourir. Le major décréta une grande pause. Nous nous sommes dévêtus, avons fait des feux et mis à sécher les tenues, les bottes, les havresacs et les sacs. 2 heures plus tard, nous sommes repartis évoquant déjà la baignade avec des rires.
Wenzel a quand même été mis aux arrêts par le bravoureux, dit Fedorov. Ce n'est rien. Qu'il se balade donc 2 ou 3 jours derrière le coffre, répondirent les soldats de la compagnie d'artilleurs. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? À moi? C'est pas pour moi, c'est toute la compagnie qui se sentira mieux. On n'en pouvait plus. Alors 2 jours de repos, voilà ce que ça peut me faire. Prends patience, Cosaque. Tu seras ataman, chef cosaque. Prendre patience, ça, il le faut. Mais ataman, on le sera dans l'autre monde, fit Jitkov de son habituel ton morose. Si un Turc fait mouche. Hé, petit père, ne sombrez pas dans le pessimisme. Pensez seulement. Nous, on s'est séché. Mais le bravoureux, lui, il roule trempé, dit Fedorov, et tout le monde éclata de rire. 5. Nous longions toujours la voie ferrée. Des trains pleins d'hommes, de chevaux, d'équipements nous doublaient sans cesse. Les soldats regardaient avec envie les wagons de marchandises qui défilaient et dont les portes ouvertes laissaient voir des têtes chevalines. « Voyez-vous ça? L'honneur qu'on leur fait aux chevaux. Et nous, c'est marche ou crève. Un cheval, c'est bête, ça ne tiendrait pas le coup, fit Vassili Karpitch sentencieusement. Mais toi, c'est pour ça que tu es un homme, pour prendre soin de toi-même comme il convient. Un jour, à la halte, un cosaque arriva au galop, porteur d'un important message. On nous fit prendre l'alignement sans havresac ni carabine, en chemise blanche comme on était. Personne ne savait pourquoi. Les officiers passèrent les hommes en revue. Wenzel criait et jurait comme à l'accoutumée, tiraillant les ceinturons mal ajustés et intimant à coups de pied de rajuster les tuniques. Ensuite, on nous emmena au remblai et, après d'assez complexes manœuvres, le régiment s'étira en 2 rangs le long de la voie. Une verste de chemise blanche. « Les gars !» hurla le major. « Sa Majesté l'Empereur va passer !» Nous avons donc commencé à attendre le souverain. Notre division était cantonnée loin de Pétersbourg et de Moscou. Moins d'1 homme sur 10 avait vu le tsar, et tous attendaient le train impérial avec impatience. 1 demi-heure s'écoula. Pas de train en vue. On autorisa les hommes à s'asseoir. Conversation et récits débutèrent. « S'arrêtera-t-il » demanda quelqu'un. « Tu peux courir, s'arrêter pour chaque régiment. Il nous jettera un coup d'œil par la fenêtre, et ce sera déjà bien. On ne verra même pas lequel c'est. Il y a tellement de généraux avec lui. Moi, je le distinguerai. C'est que l'an passé, je l'ai vu à Rodinka, comme je vous vois. » Et le soldat de tendre la main pour montrer à quelle proximité du tsar il s'était trouvé. Finalement, après 2 heures d'attente, on aperçut une fumée au loin. Le régiment se dressa et reprit l'alignement. Tout d'abord passa un train avec domestiques et cantine. Les cuisinières et les cuisiniers en couvre-chef blanc nous regardaient par les fenêtres et riaient sans qu'on sût pourquoi. Le convoi du tsar suivait à 200 sagènes. Le machiniste, voyant le régiment, réduisit l'allure et les wagons défilèrent en grondant au ralenti devant les hommes qui braquaient avidement leurs regards sur les fenêtres. Or, des stores les bouchaient toutes. Un cosaque et un officier debout sur la plateforme arrière furent les 2 seuls êtres vivants que nous avons vus. Nous contemplâmes le train qui s'éloignait en accélérant durant 1 minute ou 2, et nous reprîmes le chemin du bivouac. Les soldats étaient déçus, amers. En quel siècle le verrons-nous maintenant? Or, nous l'avons vu peu de temps après, juste avant Ploetchi. On nous informa que le souverain passerait les troupes en revue. Nous avons défilé devant lui tels que nous étions pendant la marche, en chemise blanche et pantalon tout aussi sales, en bottes roussies, couvertes de poussière, avec nos havresacs fixés n'importe comment, nos sacs à croutons et des bouteilles au bout des ficelles. Le soldat n'avait rien d'élégant, de brave ni d'héroïque. Chacun ressemblait plutôt à un simple moudjik, seule la carabine et la cartouchière indiquaient que ce moudjik partait à la guerre. On nous aligna en colonne de 4 rangs. On ne pouvait pas avancer autrement dans les rues étroites de la ville. Je marchais à l'extérieur et m'efforçais de ne point perdre le pas et de garder l'alignement, et je me disais que si le souverain se trouvait de mon côté, il me faudrait passer sous ses yeux, et même assez près de lui. Jetant un coup d'œil à Jitkov, je vis son visage morose comme de coutume, et sévère, mais excité aussi, et je sentis qu'une partie de l'excitation collective se transmettait à moi, que mon cœur se mettait à battre plus fort. Et j'eus soudain l'impression que de la façon dont nous regardait le tsar dépendrait tout le reste. Lorsque plus tard il me fallut essuyer le feu pour la première fois, je ressentis quelque chose de semblable. Les hommes marchaient de plus en plus vite, la foulée s'allongeait et la démarche devenait plus libre et plus ferme. Je n'avais plus besoin de faire un effort pour être à l'unisson. La fatigue s'était envolée. On aurait dit que des ailes m'avaient poussé, qui m'emportaient là-bas où, déjà,
la musique sonnait et retentissait des hurrahs assourdissants. Je ne me rappelle plus les rues que nous avons suivies, ni s'il y avait du monde dans les rues à nous regarder. Je me rappelle seulement l'émotion qui s'était emparée de moi, avec la conscience aiguë de la force de la masse à laquelle j'appartenais et qui m'entraînait. On sentait que pour cette masse, il n'y avait rien d'impossible, que le flux qui m'emportait et dont je constituais une parcelle ne pouvait buter sur un obstacle, qu'il briserait tout, renverserait tout, anéantirait tout. Et chacun pensait que celui devant qui ce flux passait pouvait d'un mot, d'un geste de la main, modifier sa direction, le faire revenir en arrière ou l'expédier contre de terribles périls, et chacun voulait trouver dans le mot ou le geste de cet unique homme le pouvoir mystérieux qui nous conduisait à la mort. « Tu nous mènes, se disait-on, nous t'offrons notre vie, regarde-nous et sois tranquille, nous sommes prêts à mourir. » Et il savait que nous étions prêts à mourir. Il voyait des rangées terribles d'hommes dynamiques qui passaient presque en courant, les hommes de son pauvre pays, pauvrement vêtus, grossières soldatesques. Il avait le sentiment que tous, ils allaient à la mort, tranquilles et libérés de toute responsabilité. Il montait son cheval gris immobile et aux oreilles dressées vers la musique et les cris d'enthousiasme déchaînés. Il était entouré de sa suite luxueuse, mais je ne garde le souvenir d'aucun de ces brillants cavaliers, hormis l'un d'eux en simple uniforme et casquette blanche. Je me souviens de son pâle visage fatigué par le poids d'une résolution prise. Je me souviens des larmes qui dégoulinaient sur lui en gouttes claires, scintillantes sur le tissu sombre de son uniforme. Je me rappelle le tremblement de sa main sur les rênes et ses lèvres qui remuaient comme s'il disait quelque chose. Sans doute des mots de bienvenue aux milliers de jeunes vies promises à périr et sur lesquelles il pleurait. Tout cela apparut et disparut comme dans l'illumination instantanée d'un éclair, lorsque, à bout de souffle, non pas du fait de la course mais d'un enthousiasme forcené, inhumain, je passai devant lui, levant haut la carabine d'une main, et de l'autre, agitant mon chapeau, en hurlant un « Hurrah !» inintelligible même pour moi dans tout ce tumulte. Cela s'estompa très rapidement. Les rues poussiéreuses inondées de soleil brûlant, les soldats épuisés par une course quasi aveugle de presque une verste, et par l'excès d'émotion, torturés par la soif, les cris des officiers qui exigeaient de garder l'alignement et le pas cadencé, voilà tout ce que j'ai vu et entendu 5 minutes plus tard. Et quand, après avoir parcouru encore 2 verstes à travers la ville étouffante, nous sommes arrivés à la prairie où était prévu le bivouac, je me suis jeté à terre, totalement rompu, et de l'âme et du corps. 6. Étape difficile. Poussière, chaleur, fatigue, pieds en sang, court repos dans la journée, sommeil de mort la nuit, clairon haïssonnant dès l'aube. Et puis des champs qui ne ressemblaient pas aux nôtres, couverts d'une haute verdure bruissant de ses feuilles soyeuses allongées de maïs ou de blé jaunissant déjà par endroits. Les mêmes visages, la même vie de régiment en campagne, les mêmes sujets de conversation. La maison, la halte au chef-lieu, les mêmes cancans sur les officiers. Du futur, on parlait peu et sans entrain. Pourquoi on allait à la guerre? On le savait de façon vague, indépendamment du fait qu'on était resté cantonné 6 mois près de Kitchineff, dans l'attente du départ. À ce moment-là, on aurait pu expliquer aux hommes la signification de la guerre qui se préparait, mais sans doute estimait-on déjà cela superflu. Je me rappelle qu'un soldat m'a demandé « Alors, Vladimir Mikhaïlitch, c'est-il bientôt qu'on arrive en terre Boukhar ?» J'ai cru avoir mal compris, mais il a répété la question et j'ai répondu que la Boukharie se trouvait au-delà des 2 mers, qu'il y avait au moins 4000 verstes jusque là-bas et qu'il y avait peu de chances qu'on y aille. « Non, Mikhaïlitch, ce n'est pas ça. C'est le greffier qui m'en a causé. On traverse le Danube, qu'il m'a dit, et juste après, c'est la terre Boukhar. »« Ah, ce n'est pas Boukhar, mais Bulgare, me suis-je récrié. »« Eh bien, Bourgare ou Boukhar, ou comme vous dites, c'est-il pas du pareil au même ?» Il se tut, visiblement mécontent. On savait seulement qu'on allait combattre le Turc, parce qu'il avait versé beaucoup de sang, et on voulait le combattre non pas tant à cause de ce sang inconnu qu'il aurait versé, qu'à cause de tout ce monde qu'il avait alarmé, et qu'à cause de lui, il avait fallu connaître une marche éprouvante. Ça fait combien de verstes qu'on se traîne jusqu'à lui? Les soldats tirés au sort avaient dû quitter leur maison et leur famille, et tous devaient aller au-devant des balles et des obus. Le Turc apparaissait comme un rebelle et un provocateur qu'il convenait de réprimer et de soumettre. Beaucoup plus que de la guerre, nous nous préoccupions de nos affaires familiales, celles du régiment, du bataillon, de la compagnie.
Dans la nôtre, tout était tranquille. Chez les artilleurs, ça allait de plus en plus mal. Wenzel ne se calmait pas. Un mécontentement dissimulé croissait. Et, à la suite d'un incident que je ne puis toujours pas, 5 ans plus tard, me rappeler sans une certaine émotion, cela se transforma en haine véritable. Nous venions de traverser une bourgade et nous arrivions à la prairie où s'était déjà installé le 1er régiment. Le coin était joli, une rivière d'un côté et de l'autre, un bois de chêne séculaire, sans aucun doute le lieu de promenade privilégié des citadins. Le soleil se couchait, c'était une soirée magnifique. Le régiment stoppa, on déposa les fusils. Jitkov et moi avons commencé à tendre la tente sur les poteaux. Je tenais un coin de la toile et Jitkov enfonçait les piquets. « Tiens plus fort, Mirailitch, tiens plus fort !» Il était passé au-dessus quelques jours auparavant. « Ouais, comme ça !» À ce moment, nous avons entendu un bruit régulier comme un étrange clapotis. Je me suis retourné. Les artilleurs étaient alignés. Wenzel, tout en hurlant je ne sais quoi d'une voix enrouée, frappait un soldat au visage. Celui-ci, livide, la carabine au pied et n'osant esquiver les coups, tremblait de tout son corps. Wenzel pliait sa petite taille pour porter un coup tantôt de la main gauche, tantôt de la main droite. Autour, c'était le mutisme. On ne percevait que les gifles et le marmottement enroué du commandant déchaîné. Je vis rouge et fis un mouvement. Jitkov en comprit la signification et tira sur la toile. « Tiens là, diable manchot !» cria-t-il en me taxant de tous les noms les plus malpolis. « T'as les mains desséchées ou quoi? Où que tu regardes? T'as jamais rien vu ?» Les coups pleuvaient, le sang coulait sur la lèvre et le menton du soldat. Finalement, il tomba. Wenzel se détourna, défia du regard toute la compagnie et s'exclama. « Si quelqu'un d'autre se permet de fumer dans les rangs, je rosserai cette canaille encore plus fort. Relevez celui-ci, lavez-lui la gueule et allongez-le dans sa tente, qu'il se remette. Exécution !» ordonna-t-il. Ses mains pleines de sang avaient gonflé et tremblaient. Il prit un mouchoir, les essuya et s'éloigna des soldats qui rangeaient les carabines en faisceau et observaient un lourd silence. Quelques personnes s'occupaient de relever le soldat battu en échangeant des paroles à mi-voix. Wenzel avait une démarche hésitante, nerveuse. Il était blême, ses yeux lançaient des éclairs. Aux muscles des mâchoires, on pouvait voir à quel point il serrait les dents. Il passa devant nous et, rencontrant mon regard fixe, il fit un sourire aussi peu naturel que possible, en étirant ses lèvres fines et, murmurant Dieu sait quoi, il s'en fut. « Monstre sanguinaire !» fit haineusement Jitkov. « Et toi, Barine, quelle idée aussi? Qu'est-ce que tu cherches? Le peloton d'exécution? Attends, ils finiront par lui faire rendre gorge. »« Ils vont porter plainte ?» ai-je demandé. « Auprès de qui? »« Se plaindre? Non. Quand on sera en action... » Il grommela quelque chose à part lui. J'avais peur de le comprendre. Fedorov, qui avait eu le temps de se renseigner auprès des artilleurs, revint vers nous. « Il torture ces hommes pour un rien. Pendant qu'on marchait, ce soldat-là, Matiushkin, fumait un cigarillo. À la halte, il a mis le fusil au pied, mais il a gardé le cigarillo entre ses doigts. Un simple oubli, pour son malheur. » Wenzel l'a repéré. Et il ajouta, en s'installant pour la nuit sous la tente montée, « La brute! Le cigarillo était éteint. C'était visiblement un oubli. Pauvre gars !» Quelques jours plus tard, nous sommes arrivés à Alexandria, où un grand nombre de troupes se rassemblaient. En descendant de la montagne, nous avons vu un vaste espace couvert de tentes blanches, avec des figurines qui allaient et venaient, des rangées de piquets pour attacher les chevaux, et, ici ou là, des canons de bronze, des affûts verts et des caisses. Des groupes d'officiers et de soldats sillonnaient les rues de la ville. Par les fenêtres ouvertes des auberges sales et exiguës, on entendait des musiques hongroises mélancoliques ou enjouées, des bruits de vaisselle et de conversation. Les boutiques étaient pleines d'acheteurs russes. Nos soldats, les Roumains, les Allemands, les Juifs criaient à qui mieux sans se comprendre les uns les autres. On ne cessait de disputer le cours du rouble de papier. « Qu'est-ce que c'est que ces doux Galagan, macaque? Donne-moi un grivnik. Tu parles d'un domnoul. »« Onde este posta ?» demanda un officier à un Roumain, d'un ton exagérément poli et en portant la main à son képi. Il est armé du traducteur militaire, un livre dont on avait muni les troupes. Le Roumain lui explique, l'officier feuillette son livre à la recherche des mots incompréhensibles. Il ne comprend rien, mais il remercie gentiment. « Pfff, les gars, tu parles d'un peuple. Les popes, les églises sont comme chez nous, mais il n'y a pas moyen de se comprendre. Qui veut une pièce d'argent ?» hurle à plein poumon un soldat aux oreilles d'un Roumain dans sa boutique.
Pour cette chemise. Pas trop franc-coup? 4 francs? Il sort une pièce, la montre, et l'affaire se conclut à la satisfaction de tous. Garez-vous les bouseux! Laissez passer le général! Un jeune général tiré à 4 épingles, en bottes montantes et la nagaïka en bandoulière, parcourt la rue à grandes enjambées. À quelques pas le suit son ordonnance, un petit asiatique en houppelande bariolée, enturbané, un énorme sabre et un revolver à la ceinture. Le général, la tête haute, jette des regards de désinvolture amusés sur les soldats qui s'écartent et lui rendent le salut. Puis il entre dans une auberge. C'est là que nous avons trouvé refuge, Ivan Platonitch, Stebelkov et moi. Nous engloutissons un plat local à base de poivrons et de viande. La pièce lépreuse, encombrée de tables, est bourrée de monde. Les entrechoquements de vaisselle, les bouchons qui sautent, les voix avinées ou non. Tout est couvert par l'orchestre abrité dans une sorte de niche, décorée de tentures d'Andrinople. Les musiciens sont 5, 2 violons qui grattent furieusement, un violoncelle qui fait chorus monotonement et une contrebasse qui gémit. Mais ils servent seulement de fond sonore au 5e instrument. Un Hongrois, frisé et noirot, presque un garçon, est assis sur le devant. Il tient contre le large col de sa veste de velours un étrange instrument. L'antique frételet, celui-là même avec lequel sont représentés Pan et les faunes. C'est une rangée de tuyaux en bois d'inégale longueur, assemblés de telle manière que leur bout pointu se trouve face aux lèvres de l'artiste. Le Hongrois, en tournant la tête dans un sens ou dans l'autre, souffle dedans et en tire des sons forts et mélodieux, qui ne ressemblent ni à la flûte ni à la clarinette. Il exécute les morceaux de bravoure en secouant la tête, ses cheveux gras et noirs voltigent et tombent sur son front. Il est rouge et en sueur. Les veines de son cou sont gonflées. Visiblement, ça n'est pas facile. Les sons du frételet, d'une beauté sauvage, tranchaient nettement sur l'accompagnement incertain des cordes. Le général s'attabla avec des officiers de sa connaissance, salua tous ceux qui s'étaient levés à son entrée et dit « Asseyez-vous, messieurs !» Ceux qui s'adressaient aux grades inférieurs. Nous avons fini notre repas en silence. Ivan Platonitch commanda du vin rouge roumain, et, après la 2e bouteille, son nez et ses joues ayant pris une teinte vermeille et son visage arborant un air réjoui, il s'adressa à moi. « Dites-moi, jeune homme, vous vous rappelez la grande étape ?»« Je me rappelle, Ivan Platonitch. »« Vous aviez discuté avec Wenzel ?»« Oui. »« Vous l'aviez saisi par le bras ?» demanda le capitaine avec une intonation trop sérieuse. Et lorsque je lui eus dit qu'en effet je l'avais saisi, il émit un sourire profond et prolongé, et battit nerveusement des paupières. « Vous avez mal agi. Vous avez agi bêtement. »« Voyez-vous, ce n'est pas que je veuille vous blâmer. Vous avez très bien fait. C'est-à-dire que vous avez enfreint la discipline. » « Mon sang, qu'est-ce que je raconte ? Excusez-moi. » Il se tut, fixant le plancher et soufflant fort. Je me taisais aussi. Ivan Platonitch avala un demi-verre et me tapota le genou. « Promettez-moi que vous n'agirez plus de la sorte. Je comprends, notez bien. Pour un nouveau, c'est dur. Mais que voulez-vous faire avec lui ? C'est un chien enragé, ce Wenzel. Alors, voyez-vous... » Ivan Platonitch ne trouvait pas ses mots. Après une longue pause, il eut de nouveau recours à son verre. « C'est-à-dire que, voyez-vous, c'est un homme bon dans le fond. Il a des crises de folie momentanées, comme qui dirait. Vous l'avez vu vous-même. Moi aussi j'ai botté le derrière d'un soldat. Pas trop fort. Quand un crétin ne comprend pas sa propre bévue, vous savez, si c'est une vraie bûche. Mais je vous jure, Vladimir Mikhaïlitch, je l'ai fait comme un père. Ma parole, c'était sans méchanceté aucune, même si parfois on se laisse gagner par la colère. Mais l'autre, il a érigé ça en système. Hé toi, héla-t-il le serveur roumain. Ochtevin Negru, encore du vin. Et un jour, il passera en jugement. Ou pire encore, un jour, les hommes vont se fâcher pour de bon. Et à la première occasion, ce sera dommage, parce que c'est quand même un homme, vous savez, et bon, et même chaleureux. Ouais, fit Stebelkov, est-ce qu'un homme chaleureux jouerait des points comme ça? Vous auriez dû voir ce que votre homme chaleureux a fait il n'y a pas longtemps. Et j'ai raconté au capitaine comment Wenzel avait assommé un soldat pour un cigare. Ben oui, c'est toujours comme ça. Ivan Platonitch rougissait, grognait, s'arrêtait puis reprenait. Mais tout de même, ce n'est pas une brute épaisse. Quels sont les hommes les mieux nourris? Ceux de Wenzel. Quels sont les hommes les mieux instruits? Ceux de Wenzel.
Quels sont ceux qui sont le moins à l'amende? Qui ne les fera jamais passer en jugement? À moins qu'un soldat ne commette un forfait trop grave. Toujours lui. Je vous assure, n'eût été cette faiblesse malheureuse, les soldats le porteraient en triomphe. En avez-vous parlé avec lui, Ivan Platonitch? J'en ai parlé, et on s'est disputé 10 fois à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est ou la police qu'il dit, ou l'armée. Il invente toujours des phrases dans ce genre. La guerre est d'une telle cruauté que si je suis cruel avec les soldats, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il se trouve à un échelon si bas de l'évolution qu'il dit « Bref, c'est n'importe quoi ». Et pourtant, c'est un excellent homme. Il ne boit pas, ne joue pas aux cartes, mène son affaire avec une bonne volonté, aide son vieux père et sa sœur. Et c'est un très bon camarade. Et cultivé. Il n'y en a pas de pareil au régiment. Et rappelez-vous mes paroles. Ou bien il passera en cour martiale, ou bien les autres, du menton il désigna la fenêtre, lui feront son affaire tout seul. Mauvaise affaire. Et voilà, mon très estimable homme de rang. Ivan Platonitch me tapota amicalement sur la patte d'épaule, puis il prit sa blague à tabac et se mit en devoir de rouler une énorme cigarette, la longeant dans un énorme fume-cigarette ambré et portant une inscription argentée. Caucase. Puis prenant l'engin dans sa bouche, il me tendit la blague en silence. Nous nous sommes mis à pétuner tous les trois, puis le capitaine reprit. Parfois, c'est vrai, on ne peut se dispenser de les secouer un peu. Ils sont comme des enfants, n'est-ce pas? Balounov, vous connaissez? Stebelkov éclata soudain de rire. Eh ben, Stebeliok, grognonna Ivan Platonitch. C'est un vieux soldat mis à l'amende. Ça fait 20 ans qu'il est en service, et à cause de diverses fautes, on ne le libère pas. Alors voilà, ce bougre de... Vous n'étiez pas encore parmi nous, c'était avant Kitchinev. On sortait d'un village. Les chefs donnent l'ordre de vérifier les bottes de rechange. J'aligne les soldats et je passe derrière eux pour vérifier que les empeignes dépassent des havresacs. Balounov n'en a pas. Où sont tes bottes? Je les ai mises à l'abri dans le sac, votre honneur. Tu mens! Pas du tout, votre honneur. Elles sont dans le sac pour ne pas prendre l'eau. Il répond avec un tel naturel, cet animal. Ouvre-moi ce sac! Au lieu de l'ouvrir, il tire les tiges par-dessus le rabat. Déboucle-le! Votre honneur, je vais les sortir comme ça. Je l'oblige à ouvrir le havresac. Et qu'est-ce que vous croyez? Il en tire par les oreilles un porcelet vivant. Le groin ficelé pour l'empêcher de couiner. La main droite à la visière, il me fait une tronche respectueuse. Et de la main gauche, il tient son porcelet. Il l'avait barboté chez une Moldave. Alors là, évidemment, je lui ai flanqué une légère torgnole. Stebelkov n'en pouvait plus de rire. Il articula à grand-peine. « Et tu sais quoi, Ivanov? Il l'a frappé avec le porcelet. Il lui a arraché le bestiau des mains et paf! On ne peut vraiment pas faire autrement, Ivan Platonitch? Vous alors? Ça me fait mal de vous entendre. Je n'allais quand même pas le livrer au tribunal. » 7. Dans la nuit du 14 au 15 juin, Fedorov m'a réveillé. « Mikhaïlitch, vous entendez? »« Quoi donc? »« La canonnade. On traverse le Danube. » J'ai prêté l'oreille. Un vent assez fort chassait des nuages noirs et bas qui cachaient la lune. Des rafales violentes faisaient claquer la toile et vibrer les cordes, sifflant dans les faisceaux d'armes. On percevait de sourdes détonations à travers ces bruits. « Il doit en tomber des gars à cette heure, » soupira Fedorov. « Est-ce qu'on va nous y envoyer? Qu'en pensez-vous? Ça gronde, hein? On dirait le tonnerre. C'est peut-être vraiment l'orage? Non, quel orage? C'est trop régulier. Vous entendez? Un coup après l'autre. Un coup après l'autre. En effet, ça tonnait à intervalles réguliers. Je suis sorti de la tente et me suis tourné en direction des tirs. On ne voyait nulle lueur. À force de scruter le noir, je croyais voir des lumières, mais ce n'était qu'illusion. Cette fois, on y est, me suis-je dit. J'ai essayé d'imaginer ce qui se passait là-bas dans l'obscurité. Sur un large fleuve sombre, aux rives escarpées, tout à fait différent du vrai Danube que je découvris plus tard, voguaient des centaines de barques, et ces tirs réguliers leur étaient destinés. Combien en réchapperait? Un frisson m'a parcouru l'échine. Aurais-tu souhaité t'y trouver? Me suis-je demandé involontairement. J'ai regardé le camp endormi, rien ne bougeait. Entre les grondements lointains et les sifflements du vent, on entendait les ronflements tranquilles des hommes. Brusquement,
j'eus le désir ardent que tout ça n'existât pas, que la marche se prolongeât encore, que ces gens paisiblement endormis, et moi-même par conséquent, n'eussent pas à aller là-bas où ça tiraillait. Par moments, la canonnade s'amplifiait. Quelquefois, je percevais un crépitement assourdi. « Ce sont des salves de fusils !» me disais-je, sans savoir qu'il restait encore 20 verstes jusqu'au Danube, et que mon esprit enfiévré engendrait ces sons tout seul. Or, il n'en évoquait pas moins des scènes effroyables, avec des cris et des gémissements, milliers d'hommes qui s'écroulent. Hurrah forcené, attaque à la baïonnette, carnage. Et si on les repousse, et que ceci soit vain? L'Orient sombre vira au gris, le vent faiblit. Les nuages se dispersèrent, les étoiles s'estompèrent dans le ciel pâle. L'aube pointait. Dans le camp, on s'éveillait et on secouait les compagnons. On parlait peu et à voix basse. L'inconnu s'était rapproché de nous. Personne ne savait de quoi demain serait fait. On n'avait envie ni d'y penser, ni d'en parler. Je me suis rendormi avec le jour et me suis réveillé plus tard. Les canons tonnaient toujours. Bien qu'on n'eût aucune nouvelle du Danube, les rumeurs les plus extravagantes couraient parmi les soldats. Les uns disaient que les nôtres avaient déjà traversé, les autres qu'on avait échoué et que les régiments entiers avaient été décimés. « Certains ont été noyés, d'autres massacrés », affirma quelqu'un. « Des bobards !» trancha Vassili Karpitch. « Pourquoi mentirais-je si c'est vrai ?»« Vrai ? Et qui donc te l'a dit ?»« Quoi ? La vérité. D'où tiens-tu ça ? Ce qu'on sait, c'est que ça tire. Un point, c'est tout. Tout le monde en parle. Une estafette cosaque. Un cosaque. L'as-tu vu, ce cosaque ? Comment est-il, ton cosaque ? Ordinaire. Comme doit être un cosaque. Ben voyons. Toi et ta langue de commère. Tu ferais mieux de la fermer. Personne n'est venu, donc on ne sait rien. Je suis allé trouver Ivan Platonitch. Tous les officiers étaient prêts, ceinturon bouclé et revolver en place. Ivan Platonitch était rouge comme de coutume, soufflait et ahanait en s'essuyant le cou avec un mouchoir sale. Stebelkov, ému et rayonnant, avait passé aux cosmétiques ses moustaches tombantes, qui, du coup, dressaient leurs pointes fines. « Voyez notre lieutenant, comme il s'est fait beau avant la bagarre !» dit Ivan Platonitch en clignant de l'œil. « Ah, Stebeliok, Stebeliok, comme je te plains. On ne verra plus tes belles moustaches aux réunions. Tu vas te faire faucher, disait-il d'une voix mi-plaintive, mi-goguenarde. Je tâcherai de ne pas flancher, dit Stebelkov vaillamment. Et vous, le guerrier, vous avez peur? Je n'en sais rien moi-même, Ivan Platonitch. Aucune nouvelle de là-bas? Rien. Dieu seul sait ce qui s'y passe. Ivan Platonitch soupira. Nous montons en ligne à 1 heure, ajouta-t-il après un silence. Le rideau de la tente fut écarté et la figure de Loukine apparut. Cette fois, il était blême et grave. « Vous êtes ici, Ivanov ? On m'a donné l'ordre de vous amener prêter serment. Pas tout de suite, mais quand on partira. Ivan Platonitch, un 5e paquet de cartouches pour les hommes. » Il refusa d'entrer, prétextant un surcroît de travail, et se sauva. Je sortis à mon tour. Vers midi, le repas fut servi. Les hommes mangèrent mal. Après le repas, on nous fit enlever les fourreaux de cuir des fusils et on nous distribua une cartouchière supplémentaire. Les soldats qui se préparaient au combat inspectèrent le contenu de leur havre-sac, se débarrassant du superflu. On jetait les chemises et les pantalons déchirés, des vieux chiffons, des bottes éculées, des brosses, des livres graisseux. Quelques-uns avaient traîné jusqu'ici quantité d'objets inutiles. J'ai vu par terre un billot qui servait, en temps de paix, à repasser les ceintures avant les parades, de lourds pots de pommade, des petites boîtes et des planchettes, et même une forme de cordonnier. Balancez-en plus, les enfants. Il faut s'alléger pour l'action. Demain, vous n'aurez plus besoin de rien. J'ai trimballé ça sur 100 verstes. Et à quoi ça me sert? Disait Lioutikov en examinant une chiffre quelconque. Je ne l'emporterai pas dans l'autre monde. Ce fut la mode, ce jour-là, de jeter des choses et de nettoyer les havresacs. Quand nous avons quitté le bivouac, ce dernier apparut sur le fond de la steppe comme un quadrilatère bariolé de hardes et de bric-à-brac. Avant de repartir, et tandis que le régiment déjà prêt attendait les ordres, un groupe d'officiers avec notre jeune aumônier se réunit à l'avant. On m'appela ainsi que 4 engagés volontaires des autres bataillons. Ils nous avaient rejoints en cours de route. Confiant nos armes aux voisins, nous sommes venus nous placer de part et d'autre du drapeau. Mes camarades inconnus étaient émus, et mon cœur battait plus fort que jamais. « Prenez l'étendard !» dit le commandant du bataillon. Le porte-enseigne l'abaissa, ses assistants retirèrent la housse.
La vieille toile verte délavée claqua au vent. Nous l'entourions, et, tenant la hampe d'une main, l'autre étant levée, nous répétions les paroles de l'aumônier qui lisait l'antique serment militaire de Pierre le Grand. Je me suis souvenu des propos de Vassili Karpitch à la première étape. « Où est-ce » me suis-je demandé. Après la longue énumération des états de service de Sa Majesté impériale, campagne, offensive et contre-offensive, prise de forteresses, de postes de garde et de convois, j'ai entendu ceci. Sans ménager ma vie. Tous les 5, nous avons répété à l'unisson, et à regarder les rangs d'hommes sombres prêts au combat, j'ai senti que ce n'étaient pas des paroles creuses. Nous avons repris nos places, le régiment tressaillit, s'ébranla, et la colonne partit en marche forcée vers le Danube. Les tirs avaient cessé. Je garde de cette étape un souvenir nébuleux. Poussière soulevée par les escadrons cosaques qui nous dépassaient, vaste steppe qui descendait vers le fleuve, rive opposée que nous avons aperçue à une quinzaine de verstes. Lassitude, chaleur, bouscula des bagarres autour d'un puits près de Zimitchea. Petite ville crasseuse pleine de troupes. Généraux nous saluant du haut d'un balcon en agitant leurs casquettes et en criant « Hurrah !» à quoi nous répondions de même. « Passés ! Ils sont passés !» clamait-on alentour. 200 tués, 500 blessés. 8. Il faisait déjà sombre lorsque nous avons traversé un bras du Danube sur un petit pont et foulé l'île basse et sablonneuse, toute humide de l'eau qui venait de se retirer. Je me rappelle les chocs des baïonnettes se heurtant dans l'obscurité, le roulement sourd de l'artillerie, la large bande noire du fleuve, les feux sur l'autre rive que nous devions gagner le lendemain et où, je le supposais, aurait lieu un nouveau combat. Mieux vaut dormir et ne plus y penser, ai-je décidé en m'allongeant sur le sable mouillé. Le soleil était déjà haut quand j'ai ouvert les yeux. Les troupes, les convois et les parcs se pressaient sur la plage. On avait eu le temps de creuser au bord de l'eau des batteries et des trous pour les tireurs. Au-delà du Danube, on voyait des jardins et des vignes, dans lesquels grouillaient nos soldats. Des collines en s'étageant délimitaient nettement l'horizon. À droite, à 3 verstes environ, on distinguait les maisons blanches et les minarets de Sistovo. Un bateau remorquant une barge transportait bataillon après bataillon. De notre côté, une vedette lance-torpille crachait des panaches de fumée. « Bonne traversée, Vladimir Mikhaïlitch !» me dit joyeusement Fedorov. « Vous de même, mais nous n'y sommes pas encore. Le bateau va venir nous prendre. On dit qu'il y a un monitor turc pas loin. Ce petit samovar, là, est pour lui. » Il désigna la vedette. « Que de gens massacrés !» reprit-il d'une voix changée. « On en a débarqué des tas et des tas. » Et il me raconta en détail la bataille bien connue de Sistovo. « Maintenant, c'est notre tour. Dès qu'on sera là-bas, les Turcs vont nous tomber dessus. Ça ne fait rien. Nous avons eu un sursis. Nous sommes en vie, alors que les autres... » Du menton, il me désigna un groupe de soldats et d'officiers qui s'étaient réunis à proximité autour de quelque chose. « Qu'est-ce que c'est ?»« Nos morts qu'on a ramenés de là-bas. Allez voir, Mikhaïlitch. C'est horrible. » Je me suis rapproché du groupe. Chapeau bas, ils regardaient tous des corps alignés sur le sable. Ivan Platonitch, Stebelkov et Wenzel étaient là aussi. Ivan Platonitch soufflait et geignait, les sourcils froncés. Stebelkov allongeait le cou par-dessus son épaule avec une naïve épouvante. Wenzel était plongé dans une réflexion profonde. Ils étaient 2 sur le sol. L'un était un superbe garde du régiment de Finlande, de cette compagnie d'élite qui avait perdu la moitié des siens dans l'affrontement. Il était blessé au ventre et avait dû longtemps souffrir avant de mourir. La souffrance avait laissé sur ses traits une empreinte de douceur inspirée et plaintive. Ses yeux étaient clos, ses mains jointes sur sa poitrine. Avait-il adopté cette position seul, ou bien les camarades s'en étaient-ils occupés? Sa vue n'inspirait ni répulsion ni horreur, seulement une infinie pitié pour cette source de vie tarie. Ivan Platonitch se pencha sur le cadavre et lut sur la casquette posée à côté. Ivan Jourenko, 3e compagnie. C'était un Ukrainien. Pauvre gars. J'imaginais son pays, le vent chaud de la steppe, le village dans un vallon, les saulais, la maisonnette blanche aux volets rouges. Qui l'attendait là-bas? L'autre faisait partie du régiment de Volhynie. La mort l'avait pris d'un coup. Il courait sus en hurlant rageusement. Une balle lui avait touché la tête à la racine du nez, creusant une blessure noire béante. Et il gisait avec ses yeux agrandis et vitreux, la bouche ouverte, son visage bleui tordu par la fureur.
Ils ont eu leur compte, dit Ivan Platonitch. Pour de bon, ils n'ont plus besoin de rien. Il se détourna, les soldats s'empressèrent de le laisser passer. Stebelkov et moi le suivîmes, rattrapés par Wenzel. « Et voilà, Ivanov, dit-il. Vous avez vu ?»« J'ai vu, Piotr Nikolaïevitch. À quoi pensiez-vous en les voyant ?» Une flambée de haine soudaine contre le méchant homme me poussa à lui dire quelque chose de dur. « À beaucoup de choses, entre autres qu'ils ne sont plus de la chair à canon. Ils n'ont plus que faire de l'esprit de corps et de la discipline, et personne ne les tourmentera plus au nom de cet esprit de corps. Ce ne sont plus des soldats, des subordonnés, ce sont des hommes, dis-je d'une voix frémissante. Les prunelles de Wenzel étincelèrent. Un son s'échappa de sa gorge et se bloqua. Il voulait sans doute me répondre, mais se retint cette fois encore. Il marchait à mes côtés tête basse, et, au bout de quelques pas, me dit sans me regarder. « Oui, Ivanov, vous avez raison, ce sont des hommes morts. » 9. On nous fit traverser le Danube. Nous avons campé quelques jours à Sistovo, dans l'attente des Turcs. Puis les troupes se sont enfoncées à l'intérieur du pays, et nous avec. On nous expédia de ci, de là. Nous avons été près de Tirnovo et pas loin de Plevna. Mais 3 semaines passèrent et nous n'eûmes pas l'occasion de nous battre. Finalement, on nous affecta à un détachement spécial qui avait pour mission de contenir l'avance du gros de l'armée turque. 40 000 Russes répartis sur 70 verstes, près de 100 000 Turcs en face d'eux. Seule la circonspection de notre chef, qui ménageait ses hommes et se contentait de l'arrêt de l'ennemi, et la mollesse du pacha turc nous permirent de mener notre mission à bien. Empêcher les Turcs de couper nos corps d'armée principaux du Danube. Nous n'étions pas nombreux. La ligne de défense était longue, aussi avions-nous peu d'occasion de nous reposer. Nous passions de village en village, apparaissant tantôt ici et tantôt là, afin de prévenir une agression supposée. Nous nous enfoncions si loin au cœur de la Bulgarie que les convois d'approvisionnement ne nous trouvaient plus, et nous crevions de faim, faisant durer 5 jours ou davantage nos rations de croûtons prévues pour 2. Les hommes affamés battaient du blé vert sur les toiles de tente et le faisaient cuire avec des pommes sauvages, ce qui nous donnait une popote infâme, sans sel. Où en aurions-nous déniché, qui les rendait malades? Les bataillons étaient décimés sans même participer à des engagements. À la mi-juillet, notre brigade, renforcée de quelques escadrons de cavalerie et de 2 batteries de canons, arriva dans un village turc abandonné, pillé et à moitié incendié. Notre camp fut dressé sur une haute colline escarpée, le village était en bas, au bord d'une rivière étroite et sinueuse. De gros rochers se dressaient de l'autre côté du vallon. C'était, comme nous le supposions, le côté turc, mais il n'y avait aucun Turc dans les environs. Nous restâmes 3 jours sur notre hauteur, presque sans pain, nous procurant avec peine de l'eau qu'il fallait aller chercher en bas à une source cachée sous une roche. Nous avions perdu contact avec l'armée et ignorions tout de la situation. À une quinzaine de verstes, en avant, patrouillaient les Cosaques. 2 ou 3 escadrons disséminés sur 20 verstes. Il n'y avait pas de Turcs non plus dans ce secteur. Bien que ne débusquant pas d'ennemis, notre détachement prenait toutes les précautions. Une chaîne de guetteurs entourait le camp nuit et jour. À cause des accidents de terrain, elle était très longue, et chaque jour, plusieurs compagnies étaient occupées à cette tâche ingrate, mais très fatigante. L'inaction, la faim, l'incertitude affectaient le moral des hommes. Les services d'ambulance étaient débordés. On envoyait quotidiennement des hommes atteints de fièvre et de dysenterie à l'hôpital divisionnaire. Certaines compagnies étaient réduites du tiers, voire de la moitié des effectifs. Tout le monde était morose, tout le monde avait envie de combattre, quelle que soit l'issue. Enfin, l'heure sonna. Une estafette annonça que les Turcs passaient à l'offensive et que le commandant des escadrons cosaques devait reculer de 5 verstes en resserrant les unités. Ensuite, il s'avéra que les Turcs s'étaient repliés, car ils ne comptaient pas pousser leur avantage qu'on aurait pu rester sur nos positions, d'autant que personne ne nous demandait d'attaquer. Or, le général, frais arrivé de Pétersbourg, ressentait la même chose que les hommes sous ses ordres. Et les hommes ne supportaient plus de demeurer les bras croisés à guetter un ennemi invisible, inexistant eût-on cru, en ingérant une nourriture infecte en attendant de tomber malade. Tous avaient envie d'en découdre, et le général ordonna l'offensive. Nous laissâmes la moitié du détachement au camp, la situation était tellement incertaine qu'on pouvait s'attendre à une attaque de revers. 14 compagnies, des hussards et 4 canons se mirent en route. Jamais nous n'avions marché d'aussi bon cœur, sauf le jour du défilé devant le souverain.
Nous suivions une vallée traversant des villages turcs et bulgares délaissés. Dans les ruelles désertes, bordées de hautes claies, on ne rencontrait ni âmes qui vivent, ni bétail, ni chiens. Seules des poules s'envolaient en caquetant à notre approche sous les haies et les toits, et des oies effarées tentaient de s'élever dans les airs. Dans les jardins, les branches des pruniers de toutes sortes étaient surchargées de fruits mûrs. Dans le dernier village, éloigné de 5 verstes de l'endroit où on localisait les Turcs, 1 heure de halte fut accordée. Les soldats à moitié morts de faim secouèrent les arbres et se gavèrent de prunes, remplissant poches et sacs de fruits. Quelques-uns, une minorité à vrai dire, capturèrent et égorgèrent des poules et des oies qu'ils plumèrent pour les emporter. Il me revint à l'esprit que ces mêmes soldats avaient vidé leur havresac avant la traversée à Sistovo, et j'en parlais à Jitkov qui plumait une oie bien grasse. « Que veux-tu, Mihalitch? Même si on ne s'est pas encore battu, on sait ce que c'est que d'attendre. J'ai comme l'impression qu'on se balade pour rien. Et même en cas d'accrochage, ça ne mange pas de pain. Et si on s'en sortait vivant, on aurait de quoi casser la croûte. »« Vous avez peur ?» ai-je demandé malgré moi. « Bah, possible qu'il n'y aura rien. » Il plissait les paupières pour arracher soigneusement une ultime touffe. « Et s'il y a quelque chose ?»« Dans ce cas, peur ou pas peur, ça ne change rien. Faut y aller. On ne nous demandera pas notre avis. Avance et que Dieu te vienne en aide. Passe-moi ton couteau. Il est mieux. » Je lui ai tendu mon couteau de chasse. Il coupa l'oie en 2 et m'en donna une moitié. « Prends ça, au cas où. Et pour ce qui est d'avoir peur ou non, n'y pense pas, Barine. Ça vaudra mieux. On est dans la main de Dieu. Où veux-tu qu'on aille ? » ?»« Où veux-tu aller quand une balle ou une grenade t'arrive dessus ?» confirma Fedorov qui se prélassait à côté de nous. « Moi, Vladimir Mihalitch, je suppose même qu'il y a plus de danger dans la fuite. Parce que la balle, elle suit une trajectoire comme ça. » Il fit le geste. « Et c'est à l'arrière que ça chauffe le plus. »« Oui, dis-je, surtout avec les Turcs. On dit qu'ils ont la visée haute. »« Quel savant !» dit Fedorov à Jitkov. « Cause toujours, ils vont en faire voir des trajectoires. Toutefois, ajouta-t-il après un instant de réflexion, c'est aussi bien d'être devant. »« Suivez le chef, dit Fedorov. Le nôtre n'est pas Froussard. Il sera en première ligne. »« Sûr. Et Wenzel pareil. »« Tonton Jitkov, demanda Fedorov, qu'est-ce que tu en penses? Va-t-il s'en tirer ?» Jitkov baissa les yeux. « De quoi causes-tu ? »« Oh, ça va. Tu l'as vu, il est tout excité. » Jitkov se rembrunit davantage. « Tu parles pour ne rien dire. »« Et qu'est-ce qu'on disait avant le Danube ?» dit Fedorov. « Avant le Danube, on était en colère. On en avait plein le dos. On racontait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on est des bandits ?» dit Jitkov en regardant Fedorov droit dans les yeux. « Crois-tu qu'ils aient oublié Dieu? Qu'ils ne savent pas où on va? Certains auront, si ça se trouve, des comptes à rendre au Seigneur ce soir même. Ils ont autre chose à penser que ça. Avant le Danube, moi-même avant le Danube, j'ai dit une fois au Barine que... » Il pointa le menton sur moi. « Oui, je l'ai dit, parce que ça me soulevait le cœur. Avant le Danube, pense un peu. » Il tira sa blague à tabac de sa botte et grognogna encore un long moment en bourrant sa pipe. Ensuite, il rangea sa blague, s'installa commodément, les bras autour des genoux, et s'absorba dans une sombre songerie. Une demi-heure plus tard, nous avons quitté le village et gravi les pentes de la vallée au-delà de laquelle devaient se trouver les Turcs. En haut de la colline, nous découvrîmes un paysage vallonné qui s'abaissait graduellement, couvert de champs de blé et de maïs, ou encore d'ormeaux et de cornouillers. En 2 endroits se dressaient les blancs minarets d'un village, dissimulés dans les replis verdoyants du terrain. Nous devions occuper le village de droite. Une ligne blafarde se discernait à l'horizon. C'était la chaussée que sillonnaient naguère nos Cosaques. Bientôt, nous perdîmes tout de vue car nous avions pénétré dans la végétation trouée ici ou là de clairières. Je me rappelle mal le début du combat. Quand nous sommes sortis en terrain découvert, au sommet d'une butte, où les Turcs pouvaient voir nos compagnies quitter les buissons et former les rangs en ordre de bataille, un coup de canon retentit. Un obus. Les hommes tressaillirent. Tous les yeux fixèrent le nuage de fumée qui se diluait déjà au flanc de la colline. En même temps, le sifflement sonore du projectile qui semblait raser les têtes força tout le monde à se baisser. L'obus nous dépassa et se planta en terre près de la compagnie qui nous suivait. Je me rappelle le bruit de l'explosion et, aussitôt après, un cri plaintif. Un éclat avait arraché la jambe d'un adjudant. Je l'ai su plus tard. Sur le coup, je n'ai rien compris à ce cri. L'oreille l'avait enregistré, mais sans plus.
Tout se fondait alors dans ce sentiment indéfinissable et trouble qui envahit ceux qui subissent le baptême du feu. Personne, dit-on, n'ignore la peur au combat. À la question « Avez-vous peur ?», tout homme franc et modeste répondra « Oui, j'ai peur ». Mais ce n'était pas cette peur physique qui vous étreint quand, la nuit, dans une ruelle, vous rencontrez un détrousseur. C'était la conscience claire et nette de la proximité et de l'inéluctabilité de la mort. Et, si absurde et bizarre que ce soit, ce sentiment n'empêchait pas les hommes d'avancer, ne leur faisait pas envisager la fuite. Ce n'était pas un instinct sanguinaire qui poussait à aller tuer quelqu'un, mais une force qui entraînait de l'avant, et l'idée de ce qu'il fallait accomplir ne s'exprimait pas par ces mots. Il faut tuer, mais plutôt par ceci. Il faut mourir. Pendant notre traversée de la clairière, les Turcs eurent le temps de tirer quelques coups. Seul nous en séparait un dernier rideau de végétation qui grimpait doucement vers le village. Nous sommes entrés dans les buissons, tout s'est tu. Avancer était difficile. Il fallait se frayer un passage dans les fourrés épais, souvent épineux, ou les contourner. Les voltigeurs de l'avant-garde s'étaient déployés et s'interpellaient à mi-voix pour ne pas s'égayer. Toute notre compagnie se serrait les coudes. Un profond silence régnait dans le bois. Et voici que claqua la première détonation. On aurait dit le coup de hache d'un bûcheron. Les Turcs nous tiraient dessus au jugé. Les balles sifflaient dans des tonalités différentes, trouaient bruyamment les buissons en arrachant des branches, mais manquaient leur cible. Ce bruit de coupe de bois se mua en crépitement ininterrompu. On n'entendit plus de tirs isolés, l'air entier vibrait et sifflait. Nous avancions en hâte, à mes côtés tout le monde était sauf, et j'étais moi-même entier. Cela m'étonnait énormément. Soudain, nous sommes sortis des fourrés. Un profond ravin avec un ruisseau nous coupait la route. On prit un peu de repos et l'on but. À partir de là, on sépara les compagnies pour prendre les Turcs à revers. La nôtre fut laissée en réserve dans le ravin. Les artilleurs devaient avancer en droite ligne et, franchissant les buissons, faire irruption dans le village. Les tirs turcs ne cessaient pas. Ils étaient plus forts. Sur l'autre bord du ravin, Wenzel regroupa ses hommes et leur dit quelque chose que je n'entendis pas, mais ils répondirent « On tâchera, on tâchera ». Je le voyais par en dessous. Il était blême et, me sembla-t-il, triste, mais assez calme. Il agita un mouchoir en direction d'Ivan Platonitch et de Stebelkov, puis chercha on ne sait quoi du regard parmi nous. Je devinais qu'il voulait me faire ses adieux et me dressait afin qu'il me remarquât. Wenzel sourit, hocha plusieurs fois la tête et donna l'ordre d'avancer. Des groupes de 4 hommes partirent à gauche et à droite, formèrent une chaîne étirée et plongèrent tous à la fois dans les buissons, sauf un qui sursauta, leva les bras et s'effondra. 2 d'entre nous bondirent hors du ravin et le ramenèrent. Une demi-heure de pénible incertitude s'écoula. Le combat prenait de l'ampleur. La fusillade s'était transformée en un rugissement terrible. Les canons tonnèrent sur le flanc gauche, des buissons sortirent debout ou en rampant des hommes ensanglantés. D'abord, il y en eut peu, mais de minute en minute ils furent plus nombreux. On les aidait à descendre dans le ravin, on leur donnait à boire et on les allongeait en attendant les brancardiers. Un voltigeur aux poignets fracassés, qui poussait des soupirs déchirants, livide et les yeux révulsés, vint s'asseoir tout seul au bord du ruisseau. On lui pansa le bras et on le coucha sur la capote. Le sang ne coulait plus. Il grelottait, ses lèvres tremblaient. Il sanglotait nerveusement. « Oh, les gars, mes chers copains ! Beaucoup de tués. Ça tombe comme des mouches. Et le commandant de compagnie? Pour l'instant, il est sauf. Sans lui, ils nous repoussaient. Mais ils prendront la place. Avec lui, ils la prendront. » Il parlait d'une voix faible. 3 fois, il nous a lancés à l'assaut. 3 fois, ils nous ont repoussés. À la 4e fois, les Turcs sont embusqués dans une ravine, et ils ont des cartouches en veux-tu en voilà. Eh bien non, s'écria le blessé en se dressant et en agitant sa main blessée. Vous aurez beau faire, maudit. Roulant les yeux exorbités, il proféra un grossier, un terrible juron et s'écroula évanoui. Loukine apparut. « Ivan Platonitch !» hurla-t-il d'une voix méconnaissable. « Allez-y !» Fumée, fracas, gémissements, hurrahs furieux, odeur de sang et de poudre, hommes étranges aux faciès inconnus enveloppés de fumée, mêlées atroces, inhumaines. Dieu soit loué, de telles minutes ne restent en mémoire que vagues et brumeuses. Quand nous sommes arrivés, Wenzel lançait pour la 5e fois le reste de sa compagnie à l'assaut des Turcs, qui faisaient pleuvoir sur lui un déluge de plomb. Cette fois, les artilleurs pénétrèrent dans le village.
un petit nombre de défenseurs turcs eut le temps de fuir. La 2e compagnie d'artilleurs avait perdu en 2 heures de bataille 52 hommes sur un peu plus de 100. La nôtre, qui n'avait eu qu'une part réduite de l'action, quelques hommes seulement. Nous ne sommes pas restés sur nos positions, bien que les Turcs eussent été débusqués de partout. Lorsque notre général vit sortir du village des bataillons, des cavaliers et des files de canons, il fut saisi de frayeur. À l'évidence, les Turcs ignoraient nos forces exactes dissimulées dans la végétation. S'ils avaient su que 14 compagnies seulement les avaient délogés des chemins creux, des ravines et des clos entourant le village, ils seraient revenus nous écraser. Ils étaient 3 fois plus nombreux que nous. Le soir, nous étions de retour au bivouac. Ivan Platonitch m'invita à boire le thé. « Vous avez vu Wenzel ?» s'enquit-il. « Pas encore. Allez le chercher dans sa tente. Le pauvre homme broie du noir. On n'entend que ça. 52, 52. Allez le voir. » Un fin lumignon éclairait faiblement la tente de Wenzel. Blotti dans un coin, la tête posée sur une caisse, il sanglotait sourdement.